Nous sommes le jeudi 20 novembre 2025 et vous écoutez le 10e épisode de la 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, place à la photographie animalière, au voyage et à la découverte d'espèces sauvages extraordinaires. Nous allons nous intéresser à la photographie des grands singes en compagnie de Jean-Michel Krief, le directeur d'Objectif Bastille, et du photographe Sébastien May. Avec eux, nous allons aller à la rencontre des gorilles, des chimpanzés et autres orang-outans, découvrir leur environnement, apprendre de leur comportement et voir où, quand et comment réussir à les photographier. Cette émission vous est présentée par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Et c'est parti, 10e épisode de cette 11e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu, Benjamin, ce matin ? Salut Arthur, écoute, ça va, je suis très content de faire enfin la connaissance de Jean-Michel. J'entends souvent parler de lui au travers du travail de sa femme. On entend régulièrement sur les ondes de France Inter notamment. Elle le cite régulièrement puisque c'est lui qui notamment fait les images. Donc on va en parler et ça va être chouette. Et puis Sébastien également, dont j'avais lu l'ouvrage Beringuer il y a quelques années. Donc bienvenue à tous les deux. Merci. Oh, vous êtes super synchro. Ouais. Ça a été travaillé. Allez, je vais commencer par vous présenter à nos auditeurs et je commence avec toi, Jean-Michel. Cela fait plus de 23 ans que tu travailles pour Objectif Bastille et un peu plus de 7 ans que tu en es le directeur. Objectif Bastille qui fait désormais partie du groupe 1865 aux côtés de Panajou et Miss Numérique. C'est une adresse incontournable qui est située au 11 rue Jules César dans le 12e arrondissement de Paris. Mais parallèlement, tu es aussi photographe engagé dans la préservation des forêts tropicales et de la faune qui s'y trouve. Tu as fondé avec ton épouse Sabrina Krief, primatologue et enseignant-chercheur au Muséum national d'histoire naturelle en 2006, l'association Projet pour la conservation des grands singes qui a pour objectif de préserver les grands singes par des actions terrain et de sensibilisation. Est-ce que tout est juste ? Tout est parfait. Dis-moi, 23 ans dans la même maison à Objectif Bastille, c'est assez impressionnant. Tu as vu passer toutes les grandes révolutions numériques et hybrides. Est-ce que c'était mieux avant, comme on dit ? Non, c'était pas mieux avant. C'est ça. On est tout le temps en train d'avancer, donc c'est ça qui est bien. C'est de croiser des grands photographes. Je vois là devant moi Sébastien Salgado, que j'ai eu le plaisir d'équiper et de conseiller pendant près de 20 ans. Donc voilà, j'ai une petite pensée pour lui aujourd'hui. Et tant d'autres photographes. Non, c'était pas mieux avant. Et alors, je dirais ce qui est intéressant ici, là, c'est faut pas pousser les ISO. On a fait que ça, donc de justement vrai, ouais. essayer de les pousser, et avec un meilleur résultat. Alors quand on est photographe en forêt tropicale, c'est un très bon entrée en matière. Et est-ce qu'on peut les pousser en vidéo aussi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même aujourd'hui la transition de plus en plus vers la vidéo. Tu le sens ça dans ton métier? Ah oui. En fait, pendant longtemps, on a pensé que la vidéo allait manger la photo. Et ça ne s'est pas produit, et c'est plutôt la photo qui a quelque part un peu mangé la vidéo. Ça veut dire que les photographes sont devenus vidéastes, beaucoup. Et alors, c'est deux métiers qui cohabitent, c'est deux métiers qui sont extrêmement complémentaires, et en plus, avec le même matériel, on peut faire les deux. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire un mot sur l'association et sur le projet ? Alors, tu vas me reprendre si je le dis mal, Sebitoli Chimpanzee Project. Oui, exactement. Non, c'est parfait. Cool. Pas mal, hein? C'est là là. Progresse en anglais, c'est fulgurant. En fait, tu l'as dit. Donc, nous, on a commencé en Ouganda en 1999. Avant, on a passé 6 mois au Congo. Donc, on a commencé en 1999 en Ouganda. Donc, Sabrina a commencé sa thèse de 3e cycle là-bas. Et on s'est établi en Ouganda pour suivre les chimpanzés sauvages. Donc, suivre les chimpanzés sauvages, c'est pouvoir les étudier sans modifier leur comportement. Donc, on les suit du matin au soir.
et on a cette possibilité de pouvoir être avec eux sans pour autant les toucher, les nourrir ou quoi que ce soit. Donc, et en 2006, on a créé cette association justement pour un petit peu aussi différencier notre, je dirais, le travail de Sabrina au Muséum d'histoire naturelle, donc le travail, je dirais, plus recherche, et les fonds qu'on pouvait récupérer pour justement mener ce projet-là. Voilà. Et il y a des actions où vous faites aussi du running, hein, j'ai vu, I Run for Chimps sur Vincennes, là, cette année notamment, même Ouais, sur plusieurs années. voilà, c'est ça, on fait ça depuis 6-7 ans. Donc, ça permet en fait de mêler un peu le sport et la conservation. Donc, avec notre club de course à pied, qui est la SAM Paris 12, on a décidé de lancer des dossards solidaires pour soutenir le projet Cebitoli Chimpanzee Project. Aujourd'hui, le projet Cebitoli Chimpanzee Project, c'est 35 personnes qui travaillent tous les jours dans la station de recherche, 35 Ougandais qui travaillent depuis maintenant de nombreuses années. Bon, on va revenir sur tout ça, évidemment. Sébastien, à ton tour, tu es auteur, photographe et vidéaste depuis près de 20 ans et tu es basé en Nouvelle-Aquitaine. En 2018, tu lances l'agence Studio May et proposes tes services dans divers domaines qui touchent au multimédia et à l'image, du développement web, de la photographie, de la vidéo, des prises de vue au drone et même du VR 360. Côté photo, tu es touche à tout et travailles aussi bien en corporate, reportage, industriel, immobilier et bien entendu nature. En 2012, tu signes avec Florence Pérou un premier ouvrage, Gorille, portrait intime, et en 2018, un second ouvrage intitulé Beringei, les gorilles du Rift, un ouvrage accompagné d'un DVD avec un film de 13 minutes autour du projet et d'une application avec des contenus supplémentaires. Tu photographies ces animaux dans leur environnement naturel au Rwanda et en République démocratique du Congo, mais aussi dans des institutions occidentales en Europe, dont par exemple le zoo de la Palmyre ou encore la vallée des singes. Est-ce que là aussi, tout est juste ? Tout est juste. Bon, comment c'est né cette fascination pour les gorilles ? Moi, c'est né de la rencontre avec une femelle gorille au zoo de la Palmyre, en fait, qui était à l'époque, qui venait d'arriver de Zurich, qui était en quarantaine, qui était un peu en manque de contact social. Et si les gorilles d'ordinaire, ils cherchent pas trop le contact visuel, elle est venue immédiatement derrière la vitre pour voir qui arrivait, ce qui se passait. Et ce premier regard m'a marqué à tout jamais, en fait, avec cette espèce. Et du coup, ces deux ouvrages que tu as faits, tu les signes avec Florence Pérou. Tu peux nous expliquer qui est Florence Pérou ? Qui est ma compagne, qui travaille notamment aux zoo. Non, c'est une histoire de famille à chaque fois, là, dis donc. En même temps, c'est mieux parce que pour aller sur le terrain, ça demande un petit peu de temps aussi. Donc. Qui travaille au zoo, qui est maintenant, on va dire, chargée de conservation au zoo de la Palmyre. Elle dirige le fonds de conservation et s'occupe... elle est pas mal active au niveau des tags grands singes, en fait. Ok, parfait. Bon, allez, voilà pour les présentations. On attaque notre émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sirui annonce une nouvelle série d'optiques vidéo. Rode démocratise sa console de mixage vidéo et Baptiste nous partage le coup de cœur Fox de la semaine. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. L'opticien chinois Sirui annonce le développement d'une nouvelle gamme d'objectifs vidéo et cinéma intitulée Astra. Il s'agit d'une série de 3 focales fixes full frame, un 50, un 75 et un 100 mm, très lumineuse avec une ouverture T1.8 anamorphique avec un ratio de compression 1,33 fois et surtout équipé d'un système autofocus STM. Ces nouveaux objectifs seront déclinés en montures Sony E, Nikon Z et L-mount. Ces objectifs sont pensés naturellement en série avec une cohérence de conception au niveau du design et en particulier le positionnement des molettes crantées, au niveau des dimensions et au niveau du poids. La cohérence est également annoncée au niveau de leur rendu couleur pour faciliter le travail d'étalonnage en post-production. Ces objectifs disposent d'une qualité de fabrication remarquable avec une protection contre les intempéries, un diamètre de fil de 67 mm, une échelle des distances de mise au point en mètres et en pieds, un bouton personnalisable, la possibilité de rendre le diaphragme continu à l'aide d'un interrupteur et d'un switch pour basculer de la mise au point automatique à manuel. Ils seront proposés au prix de $1 000 pièce individuellement.
On retrouve des versions au choix avec un flair bleuté ou neutre et il est possible de les acquérir toutes simultanément en valise au prix de 3 000 $. Sirui organise une campagne de financement participatif sur Kickstarter et propose ses nouveaux objectifs en précommande avec 20% de réduction. Amis streamers, cette annonce devrait vous intéresser. Rode vient d'annoncer une version allégée de sa console de mixage vidéo, la Rodecaster Video S. Au programme, on retrouve 3 entrées HDMI, 2 entrées audio XLR, 2 sorties casque, une sortie HDMI, une entrée USB-C supplémentaire audio et ou vidéo. C'est donc un outil idéal pour réaliser en temps réel un podcast vidéo à 2 invités ou par exemple un streamer qui fait de la formation en ligne ou du jeu vidéo. La console intègre une interface physique avec des boutons et molettes entièrement personnalisables, ainsi qu'un écran tactile pour, par exemple, passer d'une caméra à une autre, jouer des transitions, ajuster les niveaux, lancer des médias préenregistrés, superposer des éléments graphiques ou encore exploiter un fond vert. La console permet l'enregistrement sur SSD en USB-C 1080-60p. Elle est compatible avec l'application Rode Capture qui permet de récupérer le flux vidéo d'un iPhone. Niveau audio, on retrouve des préamplis Révolution avec un son de qualité broadcast grâce au traitement Afex. Bien entendu, il est possible de streamer le contenu mixé en temps réel via Wi-Fi ou Ethernet. Le nouveau Rodecaster Video S est proposé au prix de 530 €. Et pour terminer, on écoute Baptiste Soto nous partager le coup de cœur Fox de la semaine et il nous parle des Instax Link de Fujifilm. Dans ce podcast photo, nous échangeons en général sur le fait d'assouvir notre passion pour l'image. Mais aujourd'hui, je voulais surtout évoquer le plaisir non pas de faire de l'image, mais de partager cette passion. Et pour ce faire, rien ne vaut mieux qu'une impression, un témoignage physique de l'instant à l'ancienne. Les jeunes générations qui n'ont pas connu l'argentique sont émerveillées par l'impression, parce qu'elle n'est pas autant familière que pour nous les anciens. Mais ce que nous savons tous, c'est que quand on tend à quelqu'un la photo d'un moment de partage, de complicité, de tendresse, ça vaut 1000 images sur un smartphone. C'est toute la différence de ce que moi j'appelle entre une image et une photo. Pour en arriver à ces photos, il y a les solutions des laboratoires de tirage, bien évidemment, avec un délai de production de quelques heures en local ou quelques jours en national. Mais pour le partage immédiat, la solution consiste à avoir un outil d'impression qui soit à la fois portable et qui imprime immédiatement. Et c'est là que Fujifilm intervient avec cette solution géniale, par sa simplicité, qu'est la gamme Instax Link. Le concept, c'est super simple. C'est une mini-imprimante qui est destinée à être utilisée principalement à partir d'un téléphone portable. Elle est sur batterie, donc autonome. Vous vous connectez et directement, vous imprimez instantanément en passant par une appli. C'est pas pour rien qu'on parle de photos instantanées. Avec l'appli, vous pouvez évidemment ajouter des fonds, des effets, différentes actions sur l'image, de quoi transformer votre smartphone en mini studio photo. Alors, que ce soit en famille, en fête avec des amis, voire même dans un cadre professionnel, le partage immédiat de la photo change tout. Il y a des solutions comme les photobox qui existent sur des événements, mais avec l'Instax Link, chacun peut imprimer directement ses photos sur l'imprimante. Avec ces Instax Links, Fujifilm nous propose de l'impression sur 3 formats différents possibles. Il y a le format mini, qui est le plus connu, c'est 6,2 cm x 4,6 cm, qui est adapté au format portrait. Je parle de portrait parce qu'en fait, la bande blanche apparaît en bas de l'image. Elle existe en 3 coloris, en blanc, en vert pâle ou en rose. Il y a la square, donc le format carré, 62 mm par 62 mm. C'est le traditionnel format historique de la photo instantanée. Elle existe en blanc ou en vert forêt. Et la wide, donc format large, qui est 62 mm par 99 mm, donc qui est adapté à un format paysage. Et je dis bien paysage et non pas portrait, parce que la bande blanche, du coup, est dans le sens de la longueur. Et celle-là existe soit en blanche, soit en grise. À l'approche des fêtes, avec le Black Friday, on entre vraiment dans des périodes festives où ces produits sont hyper sollicités et c'est une super idée cadeau. La grosse cerise sur le gâteau, c'est que depuis le 14 novembre, les imprimantes Link sont en promotion nationale. Donc, quel que soit votre revendeur préféré, vous le retrouverez chez lui, vous les retrouverez toutes les 3 chez lui à 99 € TTC, alors qu'elles sont habituellement vendues 129 € pour la mini, 149 € pour la square et 159 € pour la wide. Allez,
On va finir par un petit clin d'œil à ceux qui sont fans ou qui ont des proches qui sont accros de Zelda. Se promener avec une Link, c'est quand même la grande classe. Et si vous ne saviez pas quoi offrir à Noël, eh ben maintenant, vous savez quoi faire. L'Instax Link 3 est proposé au prix de 130 €, la Link Square au prix de 150 € et la Link Wide au prix de 160 €. Et donc, ces 3 imprimantes sont en promotion à 100 € jusqu'au 31 décembre. Voilà pour le Flash Actu cette semaine. Un mot peut-être sur ces nouvelles optiques Sirui. Ils vont très très vite. L'anamorphique full frame avec autofocus. Ils avaient déjà en Super 35. C'est des produits qui marchent bien, ça, Jean-Michel ? C'est des produits de niche, hein, des produits comme ça, c'est des produits de niche, mais qui intéressent beaucoup les jeunes réalisateurs. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va bien marcher, et surtout qui est tout nouveau. J'ai une petite question pour vous deux. On parlait des Instax. Ça résisterait, ça, dans les forêts humides, les forêts tropicales humides, ce genre de matos ? Oui, je pense que ça résiste. Après combien de temps ? C'est toujours la question. Parce qu'en fait, on me pose souvent la question en disant le matériel, est-ce qu'il résiste aux forêts humides ? Je dis tout le temps oui, mais ça dépend combien de temps. Voilà. Ou alors l'entretien. Voilà, Oui, c'est ça. ouais. Tu suis un petit peu l'activité, Sébastien, l'activité matos ? Oui, un petit peu quand même. Ouais. Ouais. T'es équipé en quoi, toi ? Moi, je suis en Canon parce que historiquement, en fait, j'ai démarré les réflexes avec les premiers réflexes numériques 1.300D. Donc, le parc a été Canon. Moi aussi. Et après, je suis resté Canon parce que j'avais des grosses focales comme ça et je reste dans le giron, quoi. Et aujourd'hui, c'est je me suis équipé depuis quelques années en R5, qui est un couteau suisse que je trouve assez génialissime. Qui reste aujourd'hui un super boîtier, hein, quand on regarde les specs. Plutôt bien. Moi, j'ai des soucis de chauffe, notamment maintenant. En vidéo, en 8K. Ouais, même en photo, à Madagascar notamment, j'ai eu des fois où je pouvais filmer avant qu'ils débloquent par mise à jour les verrous. Je pouvais filmer, je pouvais pas photographier. Enfin, il y avait des. Puis pour refroidir une fois qu'on est sur place, bonne chance. Alors, tant qu'on en est à parler de Canon, pour Canon, le mois de novembre est le mois de la photo animalière. Ils ont beaucoup d'animations commerciales autour de cette période. Alors, il y a jusqu'à 500 € de remise sur une sélection de boîtiers et optiques jusqu'à la fin du mois de novembre. Il y a un concours photo. Les animaux n'en font qu'à leur tête, avec à gagner un EOS R7 en kit avec un 18-150 mm. Et pour ça, vous avez jusqu'au 3 décembre pour participer. Et évidemment, il y a le festival de Montier-Anders où Canon sera présent avec un impressionnant cycle de conférences qui se déroulera donc du 20 au 23 novembre. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres actualités que tu voulais évoquer aujourd'hui ? Rapidement, la sortie des numéros de nos confrères de chasseurs d'images et réponses photo. Nous, on a fait nos guides d'achat boîtier et optique. Alors, eux, ils sortent leur traditionnel numéro de fin d'année sur le sujet. Donc, vous pouvez trouver ça en kiosque. Et chasseurs, il y a notamment les tests des derniers objectifs Sigma qui sont au sommaire avec le 12 mm f1.4 APS-C, le 135 mm f1.4 full frame. On a beaucoup parlé dans notre guide. Donc, tout ça, c'est chez votre marchand de journaux. Je ne vais pas plus loin dans le sommaire. Allez-y et regardez par vous-même. Ça marche. Allez, on clôture le Flash Actu là-dessus. Et on passe à la suite, toujours avec toi, Benjamin, puisque c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Et cette semaine, tu reviens sur une image qui a valu un World Press à Brent Stearton, l'évacuation de la dépouille d'un gorille en République démocratique du Congo en 2007. Une photo qui a changé la carrière du photographe sud-africain. La story vous est présentée cette semaine par Canon, qui célèbre le mois de la photographie animalière, des promos uniques sur une sélection de boîtiers de la gamme EOS R et d'objectifs en monture Canon RF. Brent, let's go back in 2007 when you took that incredible picture of a dead silverback gorilla near Virunga National Park. Brent, revenons en 2007 quand tu prends cette incroyable photo d'un gorille des montagnes mort près du parc national de Virunga, en République démocratique du Congo. Cette image a eu un énorme impact sur l'opinion publique. Dans quelle mesure a-t-elle, selon toi, influencé la sphère politique au niveau local ?
What I was told at the time was that it meant that the government had no choice but to step up, appoint better people, at least no longer ignore the law. À cette époque, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de s'améliorer, de ne plus ignorer les lois. Jusque-là, il y avait un très haut niveau d'acceptation de la corruption. Je crois qu'on ne dénombrait plus qu'environ 270 dos argentés dans le monde. Il y avait de nombreux cris d'alerte de par le monde parce que ces chiffres étaient vraiment bas. Suite à la diffusion de cette image, j'ai appris que plus de 15 millions de dollars pour la conservation des gorilles avaient été levés. Comme d'habitude, on ne sait pas où est passé la plupart de cet argent, mais cela a permis de déclencher quelques campagnes. Peux-tu décrire les circonstances dans lesquelles tu as pris cette photo? Je travaillais pour Newsweek à cette époque. J'ai été avec le chef du bureau de Newsweek Afrique en République démocratique du Congo pour suivre un groupe de 50 rangers spécialisés. On revenait juste d'Afrique du Sud où ils avaient suivi des entraînements pour appréhender les différentes milices qui sévissaient dans le parc. Nous étions donc là pour passer du temps avec eux. Puis, au bout du 3e jour, nous avons été informés que plusieurs gorilles auraient été tués. C'est quelque chose de très inhabituel. Il pleuvait beaucoup. Nous avons marché pendant des heures dans la forêt. Nous sommes arrivés sur place et nous avons trouvé 5 femelles mortes. André Boma était un jeune ranger et il a pris le seul bébé vivant. Il l'a mis à l'intérieur de son sac. Il a passé les 14 années suivantes à s'en occuper. Ce gorille s'appelait Ndakasi. La nuit commençait à tomber. Il fallait quitter cet endroit car il y avait beaucoup de groupes armés qui rôdaient et gagner une zone plus sûre où passer la nuit était nécessaire. Le lendemain matin, nous sommes retournés sur place et nous avons retrouvé 4 autres femelles mortes. Ce jour-là, les Rangers ont organisé l'évacuation des gorilles. I knew that I needed to get above that scene to really take the picture that I wanted to take. Pour prendre cette photo, je savais que je devais trouver un point haut pour saisir toute la scène. J'ai pris un peu d'avance sur le groupe, j'ai entassé des pierres. Quand ils sont arrivés à proximité, j'ai fait 5 photos, je pense, au total. Puis je suis tombé. C'est comme ça que j'ai obtenu cette image. Would you say that picture has been a turning point for you in your career since you focus? Peut-on dire que cette photo a constitué un tournant dans ta carrière? That picture received a lot of attention. And I'd been covering the war in DRC. Cette photo a beaucoup fait parler. Je couvrais la guerre qui sévissait en République démocratique du Congo depuis un long moment. À cette période, cette photo d'un gorille mort a eu bien plus d'écho que toutes celles qui ont été diffusées en lien avec le conflit, même si j'étais persuadé que nous faisions un travail de qualité. Il m'est apparu évident que les animaux étaient des victimes oubliées de ce conflit. Il fallait que je consacre au moins autant de temps à documenter cet aspect, sachant à quel point ces espèces étaient en danger d'extinction. Après avoir pris ces images, nous avons dû quitter le pays avec Scott Johnson parce que l'armée congolaise souhaitait nous poser des questions. Nous sommes partis. Comme je l'ai dit, cette image a fait bien plus de bruit que je ne l'aurais imaginé. J'ai été contacté par National Geographic. Ils m'ont demandé d'y retourner et de mener une enquête sur ce qu'il s'était passé. Nous y sommes parvenus avec l'aide du personnel du parc et avec le concours de l'écrivain Mark Jenkins. Je me suis rendu à Washington pour présenter la première moitié des images prises. Ils m'ont dit que c'était suffisant et que cette fois, j'allais partir avec une équipe de télévision sur place pour raconter cette histoire. Ça fait pas mal de rebondissements au final, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Il y a aussi beaucoup de tourisme autour des gorilles. Est-ce que tu vois cela d'un bon œil? Cela peut-il jouer un rôle positif dans la préservation de l'espèce? Un pays comme la République démocratique du Congo a besoin du tourisme. D'après ce que j'ai vu sur place, ils sont très vigilants quant au respect des distances par rapport aux animaux, aux maladies. J'ai vu d'autres endroits où il est extrêmement onéreux de passer du temps avec les gorilles. Les gens se comportent comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est inquiétant parce que je pense que les animaux en ont marre et qu'on devrait les laisser tranquilles. Il est important de reconnaître qu'un certain nombre de pays ont besoin de revenus et
de légitimité au niveau international. Ces animaux sont l'un des moyens par lesquels ils peuvent y parvenir. Il est difficile de leur dire ce qu'ils doivent faire. En revanche, on peut leur donner des conseils sur ce qui pourrait être le mieux pour les gorilles. Bon, c'est pas la première fois qu'on entend Brent à ses micros. Ça fait toujours plaisir. Au-delà d'être un excellent photographe, il a aussi une voix qui est assez remarquable et qui est très radiophonique. Benjamin, il a pu aller au bout de l'enquête, du coup, avec le National Geo? Oui, cette photo, bon, elle date, 2007, mais elle est, comme on dit, iconique. Elle a marqué les esprits, même les esprits de ceux qui s'intéressent pas forcément à ces problématiques-là. Quand elle a circulé, il a mené une enquête de fond et il a fini par révéler que ces crimes étaient liés au trafic illégal de charbon de bois, qui sévit dans la région. Je crois que tu en parles un peu d'ailleurs dans ton bouquin aussi, Sébastien. Brent, oui, on l'entend souvent à ses micros parce que c'est un excellent photographe, tu le dis. C'est surtout un très très bon journaliste. Il commet à chaque fois de longues enquêtes pour National Geographic. Il y en a qui vont paraître l'année prochaine. Il ne parle évidemment pas des sujets. C'est souvent en Afrique, c'est souvent en lien avec les animaux et la faune sauvage, et surtout le lien entre ces animaux et les humains, que ce soit le braconnage, que ce soit la consommation de viande de brousse qui peut amener des maladies. C'est pourquoi il est aussi souvent présent à Visa pour l'image, qui est un temps fort du photojournalisme dans le monde. Et c'est pour ça donc qu'on l'entend régulièrement et qu'on continuera à l'entendre. Et on le remercie à nouveau pour sa disponibilité. Jean-Michel, tu veux réagir? Je t'ai vu faire des grands yeux pendant ce témoignage. Non, alors déjà, juste pour dire un mot, Brent Searton, c'est un ambassadeur extraordinaire pour les grands singes. Voilà, c'est important de le dire parce que pendant des années, on a fait de la photo animalière, moi le premier, et à mon petit niveau, pour émerveiller, pour montrer la beauté du monde et la beauté des espèces. Et ben aujourd'hui, on n'est plus vraiment des photographes pour émerveiller, on est là aussi pour être un peu pour tirer la sonnette d'alarme. Lanceur d'alerte. Voilà, des vrais lanceurs d'alerte pour dire à un moment attention parce que tout ce qu'on est en train de voir va disparaître. Voilà. Et Brent le fait de façon remarquable. Non, j'étais juste en train de réagir un tout petit peu sur combien de cet argent, combien de l'argent qui provient du tourisme arrive vraiment aux populations locales. C'est des questions qui sont hélas vraiment des questions importantes sur lesquelles on n'a pas de réponse et on a des pressentiments qui sont pas très très bons. Après, j'insistais aussi sur le fait de dire est-ce que le tourisme est important? Oui, il peut l'être. Est-ce que le tourisme il est bien fait tout le temps avec les gorilles, avec les chimpanzés? Clairement non. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer là-dessus. C'est pas propre aux gorilles d'ailleurs. Si on va dans d'autres pays en Afrique ou en Amérique latine pour observer, je sais pas moi, des jaguars ou alors d'autres espèces sauvages, on peut parfois constater des dérives proprement hallucinantes. Donc là, c'est vrai qu'on parle des gorilles, mais on pourrait dire exactement la même chose sur des safaris pour aller photographier des lions ou d'autres espèces. Ou des baleines. Sébastien, bon, toi, tu aimes particulièrement les gorilles. J'imagine que cette photo, elle t'a marqué. Tu veux en dire un mot? C'était une photo qui a été extrêmement marquante, effectivement, au moment où ça s'est déroulé, d'autant que la source de l'assassinat du groupe, c'est un assassinat politique, ça concernait quand même du personnel du parc, au final. Sur les derniers reportages, quand on est retourné en RDC les dernières fois, on a pu rencontrer André Boma et Enda Kazi, notamment, qui était encore à l'époque, qui vivait encore au centre de Senkwekwe, à Rumangabo. Et c'était assez génial de voir la relation qu'ils avaient encore à l'époque tous les deux, même si aujourd'hui tous ces animaux sont partis malheureusement. Le parc du Virunga est en énorme difficulté, le QG est envahi par les forces rebelles, le parc est fermé depuis 2019. Voilà, c'est quand même un désordre majeur et paradoxalement dans ce bazar, le coup de projecteur qui a été mis à l'époque sur les gorilles a amené dans l'idée de tout le monde que ces animaux avaient de la valeur. Peut-être qu'ils ne pourraient pas en tirer des bénéfices tout de suite, compte tenu du désordre, mais qu'un jour, peut-être, ils pourraient en tirer un bénéfice. Ce qui fait que même aujourd'hui, dans le désordre actuel,
On a 1 ou 2 amis encore dans le parc à qui on échange régulièrement. Les pisteurs ne peuvent plus aller dans le parc. Les gardes ne peuvent pas y aller parce qu'ils sont en uniforme, ils sont considérés comme des forces armées. Par contre, les pisteurs communautaires continuent à suivre de loin en loin les groupes. Et globalement, on va dire il n'y a pas de très mauvaises nouvelles. Donc voilà, il y a une petite lueur d'espoir à ce niveau-là qui est peut-être née de ces images-là à l'origine. Ouais. Bon, merci Benjamin pour cette story poignante cette semaine. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion, cette grande masterclass, même si on l'a déjà commencé sur la photographie des grands singes. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. C'est le mois de la photo animalière chez Canon. Photographe de faune et de nature, Canon célèbre la photo animalière tout au long du mois de novembre. Jusqu'à 500 € de remise immédiate sur une sélection d'hybrides EOS R et d'objectifs en monture RF dédiés à la pratique de la photo animalière. Ces offres, valables jusqu'au 1er décembre 2025 et cumulables avec les promotions en cours, sont disponibles dans tous les magasins et sites internet partenaires de cette opération. Canon et sa gamme d'hybrides EOS R Created Different. Modalité et liste des points de vente partenaires sur www.canon.fr. Created Different signifie créatif par nature. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Jean-Michel Krief d'Objectif Bastille et le photographe Sébastien May pour cette masterclass consacrée à la photographie des grands singes. Alors en guise d'ouverture de cette discussion et pour commencer et même continuer le travail de sensibilisation qui est très important, on vous propose d'écouter un extrait d'une interview publiée par Géofrance de Jane Goodall, une célèbre primatologue britannique qui est décédée le 1er octobre dernier à l'âge de 91 ans. Elle explique les raisons qui, selon elle, sont les principales causes qui mettent en danger les chimpanzés. On l'écoute. The worst problems today are the increase of the bushmeat trade, which is commercial hunting of wild animals for food, and some parts of Africa chimp meat is appreciated. They get caught in the wire snares set by hunters for bushmeat, for antelopes or pigs. Probably the worst of all is the shooting of mothers to steal babies to sell, mostly to Asian countries. It's illegal, but it's happening. It's having a very damaging effect in some parts of Africa. And then the other one is disease, because as we move deeper and deeper into the forest, so they're so like us genetically, they can catch our human diseases. And then, of course, overall, there's the destruction of the habitat. And so that's when it hit me. If we don't help the people to find ways of making a living without destroying the environment, we can't save chimps, forests or anything else. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Jane Goodall, Jean-Michel, peut-être pour commencer? On va dire, c'est la pionnière, c'est celle qui a ouvert la voie, c'est celle qui a mis la lumière sur les grands singes, les chimpanzés en particulier. Avant elle, on ne savait rien en fait, ou très 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 peu de choses. Et elle a montré ce qu'étaient les chimpanzés. Elle a ouvert la voie, et puis elle a plus que ça, c'est qu'elle n'a jamais cessé de défendre la cause des grands singes et de leur habitat. Et il suffit de lire Chimpanzee of Gombe, son premier livre, et en fait, tout est posé en fait. Tout a été observé, elle avait vu énormément de choses en vraiment peu de temps. Et quand on est sur le terrain et qu'on travaille sur les grands singes, on se rend compte que ce qu'elle a fait au niveau scientifique en si peu de temps est considérable. Et puis elle a aussi, et ça c'est un petit peu notre... je dirais, c'est ce qui m'a aussi donné envie de faire des photos. Elle a montré que c'était important de parler, mais c'était aussi très important de montrer. Donc à travers des photos, à travers des films, très rapidement, elle a, avec son mari de l'époque, Hugo van Lovick, fait des photos sur le terrain et montré ce qu'étaient les chimpanzés. Voilà.
Et ça, c'est très important. Son travail, il est trop important pour que je puisse le résumer en quelques Évidemment. mots, mais sans elle, évidemment, on n'en serait pas là aujourd'hui. De toute façon, il y a plein de docus, notamment depuis son décès, qui sont accessibles gratuitement sur Arte, notamment sur la plateforme d'Arte. Mais je crois qu'il y a une petite anecdote, non, personnelle, j'ai entendu ta femme en parler. La première fois que vous allez au Congo, vous tombez sur Jane Goodall. Oui, la première fois qu'on va, alors c'est pas au Congo, la première fois qu'on va en Ouganda, en fait, on revenait du Congo, on est parti en Ouganda, et c'était notre premier voyage en 1998 en Ouganda. Et dans l'avion, on rentre dans l'avion, et juste devant, on voit Jane Goodall, donc on a été juste lui faire un petit message et lui dire toute l'admiration qu'on avait pour elle. Elle a été très gentille. Bon, à l'époque, on faisait pas de selfie, hein, mais C'est peut-être pas plus mal. Bah ça, c'est autorisé. Mais bon. Voilà. Alors, elle évoque différentes raisons pour lesquelles certaines espèces de grands singes sont en danger d'extinction. Sébastien, est-ce que tu peux nous éclairer peut-être un petit peu plus en détail sur ces raisons? Elle évoque le commerce de la viande de brousse, l'abattage des mères pour le vol de leurs bébés, les maladies transmises par l'homme et d'une manière globale, la destruction de leur habitat. Alors sur les grands singes, il faut un petit peu resserrer le spectre suivant les espèces qu'on considère, parce que les menaces sont pas forcément strictement les mêmes partout. Par exemple, aujourd'hui, en RDC, enfin, le garrouille des montagnes en général ne sont pas tellement concernés pour de la viande, pour des problématiques de viande de brousse. Qu'est-ce qu'on appelle la viande de brousse? Enfin, Eh ben, je suis un peu novice dans le Ils tuent sur un le animal sujet. et ils le mangent, ou ils le vendent pour être mangé. D'accord. Sur des marchés Sur des marchés. sauvages. En mode Ça peut être du pangolin. C'est des viandes qui sont annoncées avec des vertus particulières, j'imagine, hyper précieuses, hyper machin. Ou C'est de la viande même de pas? braconnage. C'est Non, juste de la viande, quoi. C'est de la viande, C'est de la viande, alors, ouais. voilà, c'est de la viande, et ils mangent la viande de brousse. Voilà, c'est aussi une coutume, hein. On a ça en Asie aussi. Et c'est vecteur de maladies. On en a parlé pendant le Covid, notamment par rapport au pangolin. Et donc oui, par exemple, si on regarde les gorilles de montagne qui ne sont pas trop concernés, les gorilles de grower un petit peu plus, ils ne sont pas des cibles... Il faut que tu expliques la différence entre... Tu l'as fait très bien dans ton livre, mais il y a une nuance, effectivement. Il y a une Les gorilles nuance. de grower En fait, sont plus trapus, plus En massifs. fait, il y a 4 sous-espèces de gorilles regroupées en 2 espèces à chaque fois. Donc, vous avez ouest et est, très schématiquement. Et à l'est, vous avez les gorilles de montagne et les gorilles de grower, qui sont très voisins, hein. Ils sont par endroits, entre Grace et les Virunga, il y a peut-être quelques centaines de kilomètres. Ils vivent pas tout à fait dans le même biotope, donc par l'adaptation, ils sont sensiblement différents. Ils ont une vie sociale qui est différente aussi. Et le grower est le plus gros de tous les primates. On va dire qu'il a sensiblement visuellement la taille d'un gorille de montagne, sauf que le gorille de montagne est très très poilu parce qu'il vit assez en altitude. Donc on n'a pas un choc visuel extrêmement fort, mais c'est le plus costaud, le grower. Alors, question naïve, est-ce qu'il y a des dos argentés chez les growers aussi, enfin dans les deux? Il y a des dos argentés catégories partout. Un dos argenté, c'est juste un mâle sexuellement adulte. Ok. Donc une fois qu'il est adulte, il a les poils du dos qui grisent sur le dos et il devient dos argenté. Donc, tous les mâles deviennent dos argenté à un moment ou à un autre. Elle évoque aussi le vol des bébés. Dans quel but ces bébés sont volés? Alors en ce moment, il y a une explosion, on va dire, même du braconnage des animaux pour la vente des bébés. Ça part, on va dire, Jean-Michel en marchera, mais bon, il y a un peu l'Arabie Saoudite. En ce moment, en Inde, il y a un milliardaire qui se fait un zoo hors norme et il récupère tout ce qui existe. C'est simple, parce qu'il y a des animaux, vous avez a priori des gorilles de grower, des gorilles de montagne, qui sont des animaux qui ne peuvent pas être exportés aujourd'hui. Et dont on sait en plus pour les gorilles de montagne qu'on a toujours été incapable de les maintenir en vie en captivité. Ça n'a jamais fonctionné, y compris en RDC, les animaux qui ont été sauvés après l'assassinat de la famille et qui étaient sur l'image de Brent Stenston dont on parlait tout à l'heure, qui étaient dans le centre de Senkwekwe, n'ont pas survécu aujourd'hui, ils sont tous décédés, de raisons diverses, de stress ou autres, mais on n'a jamais réussi à les maintenir en captivité vivants. Et là, on parle du vol d'animaux vivants, hein, c'est bien ça. Et du trafic. Du trafic. Plus que du trafic que du vol, excusez-moi. Mais vraiment, et je vous encourage à lire l'article du Monde qui est paru hier ou avant-hier là-dessus, sur les animaux qui ont été envoyés en Inde, parce que c'est du trafic, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à falsifier des documents CITES, quasiment, en fait, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est des faux, mais en l'occurrence,
on exporte des animaux qui sont protégés, donc c'est totalement interdit. Donc en faisant un faux trafic, voilà, et c'était réellement une catastrophe. Ça fait des années, du coup, que tous les 2 vous êtes sur le terrain. Comment vous ressentez les choses sur, l'évolution, bah, de ces problématiques-là, sur la préservation de ces espèces, que ce soit dans des environnements, naturels comme les réserves, en Afrique ou même, en captivité dans des zoos, plus occidentaux? Bah, sur les eaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur les eaux? Les eaux, c'est juste un moyen de préserver les espèces qui sont là, qui sont vivantes. C'est pas on préserve pas une espèce avec un zoo, hein, c'est évident. Mais bon, les zoos sont là pour être, voilà, pour montrer aux gens. Alors après, est-ce que c'est la bonne solution ou pas? On peut en débattre. Maintenant sur la condition des grands singes en milieu naturel, bah, toutes les espèces de grands singes sont en danger d'extinction. Toutes, avec des niveaux différents, mais elles sont toutes en danger d'extinction. On peut les citer peut-être ces espèces-là? Parce Alors, il y en a. qu'on parle des gorilles, on parle des Alors, chimpanzés, il y il y a a, le bonobo. il y a 7 espèces de grands singes. Ok. Donc, il y a 3 espèces d'orang-outans, 2 de gorilles, 2 de chimpanzés. On pourrait même dire qu'il y a 8 espèces de grands singes. Il y en a qu'une qui n'est pas en extinction et c'est la nôtre, hein, c'est les hommes, on est des grands singes. Mais nous, on n'est pas du tout on est plutôt en extension, voilà. Mais voilà, elles sont toutes en danger. Donc, on peut pas, on peut pas simplement dire. C'est pour ça que c'est compliqué de parler chaque espèce à Ces on va- ses spécificités, spécificités, ouais. son danger. Évidemment, pour pour les orang-outans, la réduction de l'habitat, c'est une catastrophe. Donc, on le voit tous les jours. On peut faire aujourd'hui des choses ici, en France, en Europe, en Par Occident. rapport à l'huile de palme, tu penses? Bien sûr, Enfin, par exemple. Hein, mais... par rapport à l'huile de palme, par rapport au thé que vous allez consommer, par rapport au cacao que vous allez prendre au petit déjeuner. Le petit déjeuner, j'ai envie de dire, c'est vraiment... C'est la clé. C'est la clé. Mais c'est vrai, on en rigole, mais c'est Ouais. effrayant quand on regarde de près un petit peu la consommation. Bah, une certaine marque de pâte à tartiner. Ouais, on va le dire, c'est le Nutella. Voilà, Faut Nutella oublier, qui- voilà, oubliez le Nutella. Il y a d'autres Ouais, pâtes ouais. à tartiner. Ah, ouais, On le dit, on le répète. C'est les forêts de Bornéo, hein, notamment. Les qui sont forêts de saccagées. Bornéo, voilà, les forêts de Bornéo, d'Indonésie, de Sumatra, voilà, et c'est vraiment un danger incroyable pour les orang-outans. Après, pour les chimpanzés, suivant le pays, vous avez évidemment du braconnage dans certains pays. En Ouganda, l'endroit dans lequel on travaille, on a peu de braconnage, ou en tout cas pas de braconnage direct plutôt. On a du braconnage qui est du braconnage indirect, c'est-à-dire que des pièges sont posés pour manger de la viande de brousse, qui sont plutôt des antilopes, et les chimpanzés sont les victimes collatérales de ces pièges. Et donc, ils sont extrêmement touchés par ça, mais c'est pas directement, ça leur est pas directement attribué. Visé, pardon. Tu évoquais 8 espèces différentes de grands singes. Bon, j'imagine que vous êtes au courant, mais en 2017, il y a une nouvelle espèce d'orang-outan qui a été découverte en Indonésie. Et le photographe Maxime Aliaga était au cœur de cet événement. On l'écoute nous raconter cette aventure qui a lui aussi changé sa vie. Il y a quelques années, en fait, je suis parti en reportage pour suivre le travail d'une ONG qui travaille sur la conservation des orang-outans de Sumatra. Et c'était ma première fois, et quand je suis arrivé là-bas, je me doutais pas qu'il allait en découler tous ces projets, notamment le livre, les expositions, les reportages ensuite. Et donc, je suis parti travailler pour cette ONG pour leur fournir des images, en fait, qui ensuite les aident pour leur communication interne, pour trouver des fonds, tout ça. Et en fait, dans cette première rencontre avec l'association, c'était en 2017 déjà, je suis arrivé à un moment un peu charnière, un peu clé, parce qu'en fait, ils m'ont dit: «Écoute Maxime, dans 6 mois, on va annoncer au monde qu'on a officialisé, découvert une nouvelle espèce d'orang-outan». Donc c'était assez extraordinaire, pour moi d'être, pris dans ce projet-là. Et donc l'idée, c'était d'aller faire des images de cet orang-outan, qui est donc l'orang-outan de Tapanuli, qui est la 3e espèce qui a été décrite donc en 2017, et il y avait pas d'image, il y avait pas de photo.
Et donc, je suis parti pendant 2 semaines en exploration avec une équipe de scientifiques dans les forêts de Sumatra pour tenter de trouver et photographier cet orang-outan. Ça n'a pas été facile parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup. On dit qu'il en reste entre 700 et 800. Et finalement, j'ai réussi à faire quelques images, lors de cette première expédition et en fait, ces images ont vraiment servi à présenter l'espèce au monde parce qu'après il y a eu des dossiers de presse, tout ça et du coup, mes images ont été publiées vraiment dans le monde entier et ça a été vraiment un tremplin et un déclic parce que, bah, d'une part, d'un côté professionnel pour mes images, mais surtout d'un côté personnel, d'avoir vécu cette aventure dans les forêts, de rencontrer cet orang-outan aussi rare et ça m'a donné envie de m'impliquer encore plus pour cette cause et donc après, bah, j'ai continué ce travail avec cette ONG qui ont plusieurs stations scientifiques, à Sumatra du coup et après, bah, de là, en a découlé une exposition, mon livre Pango, le fait d'avoir gagné le grand concours de Montier-Anders aussi, ça a mis une exposition aussi sur les orang-outans, m'a fait connaître encore plus et donc voilà, c'est un long cheminement comme ça sur, 4-5 années, vraiment, impliqué à fond sur les orang-outans, quoi. Dans quel cadre est-ce que vous partez sur le terrain pour photographier ces animaux? Est-ce que c'est un travail de commande? Est-ce que c'est du reportage? Est-ce que c'est un travail scientifique ou est-ce que c'est un travail personnel, Sébastien? Dans mon cas, c'était essentiellement un travail d'auteur. Les dernières fois, dans les Virunga et au parc national de Cahuésy-Béga, Florence a essayé de nouer des partenariats de conservation avec les 2 entités, donc on a été amené un peu plus discuter, avec eux et elle continue aujourd'hui à travailler avec les Virunga. Donc pour le travail sur les gorilles, c'était essentiellement un travail d'auteur et depuis, je me suis investi dans une association à Madagascar sur les Lémuriens, où là, pour le coup, c'est du travail de documentation, sur les actions de conservation de terrain. Et toi, Jean-Michel? Alors moi, c'est un peu tout à la fois. Alors, quand on suit une primatologue qui est mon épouse, bien sûr, donc c'est un travail de longue haleine. Ça ouvre des opportunités. On va dire que ça ouvre des opportunités, bien sûr, mais c'est aussi c'est un travail sur plusieurs années de suivre un travail de recherche. Donc j'illustre le travail de recherche. C'est parfois des commandes presse. Et puis aussi, c'est de suivre une communauté de chimpanzés sur plusieurs années et de suivre non pas des espèces, mais de suivre des individus. Et c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de suivre des individus chimpanzés sur plusieurs années. Donc, Qui ont des noms, du coup, qui ont tous été nommés, évidemment. Alors, on nous demande parfois, on nous dit, mais pourquoi vous les nommez pas? Tout simplement parce que si vous êtes sur le terrain et que vous les suivez, vous n'allez pas dire, tiens, ça vole le numéro 48, non, ça c'est 47. Voilà, donc donnez des noms. Et il y a vraiment des personnalités très différentes sur les chimpanzés. Et ce qui est très intéressant au niveau du travail de recherche de Sabrina, mais aussi au niveau photographie, parce que ils ont des comportements différents. Il y a des chimpanzés qui sont plus timides, il y a des chimpanzés qui se laissent approcher un tout petit peu plus. Donc, alors, bien sûr, on garde cette distance de sécurité qui est de 8 mètres, mais qui se laissent photographier, qui prennent bien la lumière. Et puis, c'est ceux qui sont... il y en a qui sont vraiment très, très beaux, je dis voilà, et qui, avec un certain type de lumière, avec un certain angle, on arrive à faire des très belles images. Puis d'autres, c'est un peu plus difficile. Bah, c'est plus difficile, d'autant plus que ce sont des singes arboricoles, un peu comme les orang-outans. Donc ça vit dans les arbres, ça doit pas être facile à photographier tout le temps. Non? Alors, pas tout à fait, parce que les chimpanzés vont se nourrir dans les arbres, mais le plus souvent, d'abord, ils se déplacent au sol, et ils se reposent au sol. Et comme un chimpanzé, alors surtout davantage les mâles que les femelles, mais quand ils sont en groupe, ils viennent, en fait, ils montent dans l'arbre, ils mangent, ils redescendent et ils s'allongent au sol, ils dorment tous ensemble au sol. Et quand on a, ce qui est le cas aujourd'hui, une communauté de chimpanzés bien habituée, on est à côté d'eux à quelques mètres. Il y a quelque chose quand même que souligne Maxime Aliaga, enfin du moins son expérience et cette photo qu'il a prise et la découverte d'une nouvelle espèce, c'est que la photo, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que ça peut servir, il y a la belle image, tu en parles, la belle lumière, etc., mais il y a aussi l'identification et il y a peut-être la découverte. Et ça, c'est quelque chose enfin, tu y penses parfois sur le terrain? Moi, j'y pense tout le temps parce que je suis avec Sabrina, et que Sabrina, c'est une scientifique. Et ce qu'il a... En fait, mon œil photographe a grandi avec ses connaissances en même temps. Donc, on a grandi un peu ensemble. Donc,
je suis aussi là pour illustrer son travail. Et elle est là aussi pour regarder et observer. Donc, le premier outil d'un photographe, c'est une paire de jumelles, hein. C'est essentiel sur le terrain. Alors, je me souviens que de mes premières images où je dis, tiens, regarde, celle-là, elle est très belle comme photo, celle-là, elle est belle. Elle me disait, oui, mais tu vois, regarde, quand il mange du phytolacate dodécandra, c'est une espèce intéressante, et je pense qu'il y a des activités médicinales dessus. J'aimerais bien que tu aies une photo. Mais ça dure une fraction de seconde. Donc, arriver à faire cette photo-là, quand j'ai réussi, voilà, j'étais très, très content. Et c'est ça, donc, illustrer un travail, il faut être extrêmement précis. On ne va jamais publier une photo d'un chimpanzé qui mange des feuilles d'anéléma et dire, ah bah tiens, ça, c'est des feuilles de ficus. Non, jamais. Voilà, il faut toujours dire exactement ce que l'on fait. C'est une précision scientifique, mais aussi une précision photographique. D'autant plus que c'est vraiment le sujet de ton épouse. On va en reparler tout à l'heure en écoutant son témoignage. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse, là, qu'on enlève la casquette du photographe, qu'on enlève la casquette du scientifique, qu'on mette de côté un peu les problématiques de ces animaux, mais j'aimerais qu'on parle un peu d'émotions et de sentiments. Qu'est-ce que ça fait quand on rencontre des animaux comme ça dans leur environnement naturel, Sébastien? D'abord, si vous y allez, c'est que vous êtes un peu sensible à la chose. Et tous les gens qui sont sensibles à ça, toutes les rencontres avec les grands singes et gorilles, chimpanzés, c'est extrêmement fort la première fois. Je veux dire encore plus pour les gorilles et les chimpanzés parce qu'il y a une certaine proximité naturelle qui est plus aisée. Les orang-outans, malheureusement, souvent, on les voit en haut des arbres. Mais gorilles ou chimpanzés, quand vous les avez ne serait-ce qu'à une dizaine de mètres, il n'y a pas besoin d'être collé contre. Enfin, vous avez l'impression de voyager dans le temps par moment. C'est-à-dire que vous voyez la naissance de l'humanité, vous voyez des hominidés, vous avez l'impression de voir une famille fonctionner normalement, vous êtes là spectateur. Avec l'habituation, on a la chance d'être observateur sans trop perturber, même s'il y a des nuances à poser, surtout sur les visites touristiques. Mais ouais, c'est un moment extrêmement fort. Et je me souviens que ma première visite au gorille, le matin, quand on est parti, le palpitant, enfin, on aurait passé le bac, c'était la même chose. Et j'ai pas pu faire d'image pendant le premier quart d'heure parce que c'était, voilà, pour moi, c'était extrêmement fort d'être sur les pas de Dian Fossey. On a reconnu des choses, on était à côté des volcans qu'elle a décrits, on trouvait les animaux qu'elle a décrits. C'était extrêmement puissant. Ouais. T'as une anecdote, Jean-Michel, d'émotion Alors, à un moment donné? j'en ai énormément des anecdotes, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, quand on rentre en forêt, la première chose quand on se rapproche des chimpanzés, c'est l'odeur. On sent leur odeur, on sent leur présence. Et en fait, pour moi, le plus intéressant, enfin, le plus passionnant, c'est au moment où le chimpanzé ne s'occupe plus de vous. Et quand on est arrivé à ça, à ce que le chimpanzé ne s'occupe plus de nous et ne nous regarde plus quelque part, ben là, on s'est dit, voilà, on a franchi quelque chose, on a franchi une étape. Et à partir de là, alors parfois, c'est un peu déroutant parce que quand il ne s'occupe plus de vous, ben, il ne vous regarde plus. Donc, il tourne la tête. Voire, il tourne le dos. Voilà. Donc, chimpanzé qui tourne le dos, bon, c'est super, mais en photographie, c'est pas top. mais ça, c'est vraiment la première chose. Après, c'est évidemment des jeunes chimpanzés qui vont nous observer parce qu'ils nous connaissent moins, évidemment, et qui veulent essayer un peu de s'approcher sous le regard de leur mère. Il y a tellement de moments extraordinaires, mais on pourrait en décrire tellement, mais c'est vraiment c'est ce regard, c'est cette douceur. On va maintenant parler un peu matos et conditions de prise de vue sur le terrain. Et on vous propose d'écouter le témoignage du photographe Thomas Nicolon qui nous parle de son équipement et de son nouvel ouvrage consacré au Congo, un pays qu'il arpente depuis plus de 10 ans. L'ouvrage que je m'apprête à publier, il s'intitule Congo. Alors Congo avec un K déjà, parce que c'est un hommage au royaume Congo qui existait en Afrique centrale avant la colonisation. Et dans cet ouvrage, on va retrouver 10 ans de reportages dans le bassin du Congo, deuxième plus grande forêt tropicale de la planète, région vitale pour l'avenir de l'humanité.
Et ça fait 10 ans que j'y travaille, ça fait 10 ans que j'y fais des reportages sur l'environnement pour National Geographic, Le Monde, Géo, etc. Et donc, j'ai rassemblé mes meilleures images de 10 ans à arpenter cette grande forêt d'Afrique centrale. Et donc, on y retrouve la vie sauvage avec toutes les espèces emblématiques de cette région, mais aussi des photos de biologistes qui travaillent quotidiennement sur le terrain pour étudier la faune, aussi des photos de communautés locales, communautés autochtones aussi parfois, avec les Mbouti, les Baka, etc. Et on va aussi retrouver des images de braconniers, de chasseurs avec lesquels j'ai pu passer du temps pour essayer de comprendre un petit peu toutes les dynamiques qui sont en jeu dans cette région. Donc en gros, c'est un ouvrage qui fait voyager le lecteur à travers l'Afrique centrale et cette grande forêt d'Afrique centrale. Alors, en travaillant principalement en forêt tropicale humide, c'est sûr qu'il faut que je pense au matériel. Le matériel que j'emporte va dépendre beaucoup de la mission dans laquelle je m'embarque. Ça va dépendre de ce que je vais photographier. Est-ce que c'est une mission qui est simplement du photojournalisme, auquel cas, au niveau objectif, c'est beaucoup plus simple, parce que si c'est une mission vie sauvage, forcément, il y a davantage d'objectifs, avec des téléobjectifs aussi. Si on rajoute à ça du caméra piège, il faut que j'emporte encore plus de boîtiers et de matériel pour installer des caméras pièges dans la forêt. Donc, ça dépend un petit peu. En tout cas, au niveau robustesse, je travaille avec les boîtiers haut de gamme les plus robustes, c'est-à-dire dans mon cas chez Canon, j'utilise le Canon R1 ou le Canon R3 qui sont les boîtiers les plus robustes qu'on peut trouver chez Canon et qui me donnent une grande tranquillité d'esprit. Je sais qu'ils peuvent tomber dans la forêt ou tomber sur des rochers. Je sais qu'ils peuvent se retrouver dans la boue, sous la pluie, dans l'humidité et qu'il n'y aura pas le moindre problème. Donc vraiment, j'insiste à travailler avec ce genre de boîtier. Et puis après, au niveau objectif, ça dépend bien évidemment de ce que je vais photographier. Si c'est des gorilles, un 300 mm, c'est la longueur focale idéale, puisqu'on est relativement proche des gorilles. Ensuite, si il faut photographier davantage les oiseaux ou des animaux qui vont être un peu plus loin, bon, on va passer sur du 400 ou voire du 600. Mais disons que le kit idéal, c'est 2 boîtiers avec un grand angle sur l'un des 2 boîtiers, donc par exemple le 28-70 f2 de Canon, et sur le deuxième boîtier, un 300 mm. Et là, on est paré pour les gorilles puisqu'on peut faire des plans rapprochés et des plans larges aussi. Bon, c'est des belles configs là quand même. Hein. C'est pas vraiment léger. Hein. Pourtant, il faut être endurant pour marcher dans la forêt, aller voir les gorilles ou les chimpanzés au plus proche. Là, il a choisi une config. C'est du lourd, quoi. Vous partirez avec ça, vous aussi? Alors moi, j'ai perso mon R1, mon 402.8, D'accord. mon 70-200, 24-70. Voilà. Donc oui, je pars avec du lourd. Après, c'est pas. Je pense que ce qui est important, en l'occurrence dans ce qui me concerne, c'est vraiment d'avoir le matériel idéal, mais on se rend compte qu'il faut vraiment avoir du matériel qui soit très bon à haute sensibilité quand on est en forêt tropicale. Donc, la différence, elle se fait là. Après, une différence qu'il y a entre la gamme R3, R1 et les autres, c'est la qualité de l'exposition. Vous avez, Thomas en parlait, et j'ai conseillé à Thomas de prendre du R3. Au début, il avait que du R5, qui est un excellent boîtier. Et j'ai dit à Thomas, tu devrais prendre du R3 pour la forêt tropicale. Il m'a dit, t'es vraiment sûr? Et je lui dis oui. Et je lui dis, tu verras pour l'exposition, pour la qualité de l'exposition, pour vraiment la qualité des fichiers. Et ben, il m'a appelé du Congo et il m'a dit, écoute Jean-Michel, je suis en train de regarder les images. Putain, t'avais raison, c'est super. C'est quoi, c'est la génération de capteurs qui a joué? Alors, c'est la génération capteur, mais c'est aussi en fait un processeur sur les R3, R1 qui fait une différence. On a vraiment une stabilité. Ouais, et puis on a une stabilité dans l'exposition et dans la montée en sensibilité, où on n'a pas ce qui peut arriver parfois avec d'autres boîtiers, où on a des fois des montées en magenta ou des dérives un petit peu au niveau des rendus couleurs.
Et on ne l'a pas avec des R3, R1, et ce qui fait quand même la petite différence, mais qui est très très importante sur la photo en forêt tropicale. Mmh. Alors les grands singes, on l'a évoqué, hein, ils sont souvent perchés dans les arbres, dans une végétation qui est dense. Sébastien, qu'est-ce que cela induit niveau caractéristiques optiques et performance autofocus, pour changer de thématique de l'exposition? Alors justement, moi, je travaille essentiellement sur les gorilles, et les gorilles, on les a au sol. De temps en temps, exceptionnellement, j'ai eu un doigt argenté dans un arbre. À la limite, ça tient presque de la photo documentaire parce que c'est pas si souvent qu'ils montent. Et surtout quand on voit 200 kilos, on dit ouais, il y a l'aise quand même, hein. Et la difficulté, moi, que j'avais longtemps sur les gorilles, surtout en réflexe, c'est qu'ils ont les arcades sourcilières très proéminentes. Et donc, quand vous allez à la sol, l'autofocus, même, je suis longtemps resté en petit capteur, hein, parce qu'avec un 302.8, du coup, j'avais du matériel qui était léger, qui était relativement transportable. Surtout qu'aux gorilles, on abandonne nos sacs avant d'aller aux animaux. Et donc, il faut tout porter sur soi. Alors, même avec un gilet équipé, ça devient assez vite compliqué. Si vous avez deux boîtiers, quelques objectifs, il faut être très organisé. Et le problème que j'avais, c'était souvent de taper sur l'arcade, d'aller vraiment chercher l'œil qui était plutôt dans l'ombre de l'arcade sourcilière. S'il fait beau, c'est mort. Si vous avez un plein soleil, là, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire. C'est heureusement pas si souvent que ça, mais ça peut arriver parce que les gorilles peuvent sortir en lisière de parc, et là, ils sont en plein soleil. Sinon, ouais, la difficulté, c'est bien d'aller chercher l'œil chez ces animaux. Donc, la reconnaissance de l'œil sur les dernières générations de boîtiers a quand même apporté un... Il n'y a pas de mode dédié aux gorilles, hein. Non. Mais ça Temps en marche. C'est temps, le ça même saute. que pour les humains, Ouais, c'est- j'imagine, hein? Ah non. Non. Ah non, c'est pas le même. Alors, juste pour l'anecdote, lors des derniers JO à Paris, j'ai eu le plaisir de rencontrer un ingénieur de chez Canon qui a conçu l'autofocus des R3, R1 et R5. Et donc, j'ai eu ce plaisir d'échanger pendant 1h30 avec lui. Et donc, je lui ai dit, écoutez, vraiment, je lui ai dit, votre AF, il est incroyable parce qu'il va choper les oiseaux, vous n'arrivez même pas à voir que vous avez fait une photo, vous shootez en rafale, il va choper l'œil. Par contre, les grands singes, ça marche pas très bien. Et donc, ils étaient. Il t'a fait un mode gorille? Bah, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, et ils ont discuté entre eux. Et ils étaient 3, ils ont discuté entre eux. Il m'a dit, oui, je vous avoue qu'il n'y a pas de mode pour les grands singes. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce que vous. Donc, du coup, vous me préconisez? Je lui dis, humain. Il me dit, non. Animaux, pas sûr. Alors, il me dit, peut-être animaux ou sinon aucun. Voilà. Et je lui dis, mais vous pourriez pas? Il me dit, bon, je note, j'essaye de vous faire un mode mode grand dédié. singe. Donc, voilà, je vais leur lancer. On va encore. scruter les mises à jour à venir alors. Ouais, c'est marrant. Tout à fait. Et par contre, en introduction, là, dans l'émission, tu parlais de la vidéo. On parlait de ces outils hybrides qui permettent maintenant de faire les deux. Est-ce que vous avez la tentation parfois de switcher photo, vidéo, ou alors ça reste uniquement de la photo? Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, il faut un moment. On avait fait un petit doc avec ma femme il y a quelques années pour la RTBF. Mais à ce moment-là, on filme et on fait que filmer. Voilà. Et quand j'avais également fait un format court pour Brut qui m'avait demandé un document de 10 minutes sur la vie d'une primatologue, donc du matin au soir. Et quand j'ai fait ça, je l'ai fait pendant quelques jours, donc pendant une semaine, je crois. J'avais tourné. Et moi, je ne peux pas switcher de la photo à la vidéo. C'est trop compliqué. C'est pas la même façon d'écrire une histoire. C'est pas la même façon de se positionner également. Donc, je ne peux pas. Par contre, oui, on peut, avec le même outil, faire de la photo et de la vidéo. Aujourd'hui, avec n'importe quel boîtier hybride, on fait de la photo et de la vidéo de façon, je ne vais pas dire que quasi totalement professionnelle. Mmh. Alors Sébastien, donc toi tu travailles sur le terrain, dans les réserves, mais tu travailles aussi en parc zoologique. Bon, j'imagine que c'est quand même pas tout à fait les mêmes contraintes dans les deux cas. Comment ça se passe quand tu es dans le parc zoologique? Est-ce que tu as accès à l'intérieur des enclos? Est-ce que tu es derrière les protections en verre ou comment on appelle ça, Les verrières. les enclos? Enfin, comment Les ça se passe? volières. Tout ça. Non, en fait, ça dépend des institutions, on va dire, mais dans l'ensemble, tout se fait depuis les parties publiques, hein. Vous avez Ok. rarement un gain à aller depuis les parties privatives, enfin depuis les parties coulisses qui sont utilitaires. Il y a des grilles, c'est quand même des animaux qui sont solides, donc faut que les animaux vous connaissent. C'est-à-dire que si on commence à faire rentrer des gens qui connaissent pas trop sur des secteurs privilégiés, ça va les stresser, ça va désorganiser le groupe, c'est pas souhaitable. Donc tout se fait depuis les parties publiques. Après, suivant les cas, ils sont plus ou moins loin. Vous avez des conditions qui peuvent être très variées, même si
Là aussi, il faut éviter d'éviter, la palissade de dire ça, mais le grand soleil. En fait, des photos d'un gorille en plein mois d'août, c'est des photos souvenirs, mais vous pourrez pas en faire grand-chose. Sinon, les institutions, vous en avez qui sont très diverses. Vous avez la Veille des singes à côté de Poitiers qui permet d'avoir des environnements extrêmement naturels. Les animaux sont par contre relativement loin, donc il faut de la focale pour aller les chercher, surtout les chimpanzés. Voilà, sinon, l'important, j'ai envie de vous dire, c'est comme en forêt, c'est d'essayer d'être relativement transparent avec les animaux. Même si vous êtes tout seul, dès que vous allez franchir un garde-corps, c'est une anomalie dans leur environnement, vous allez commencer à les perturber. Et en fait, les bonnes images, c'est pas un animal stressé. Un gorille stressé, il a les lèvres pincées, il y a des signes, il est tendu. Voilà, c'est pas privilégié, tout simplement. Et donc, tout faire depuis les parties publiques, c'est le plus simple, même si il y a des fois, les animaux sont assez loin quand même. Et comme aujourd'hui, on a tendance, heureusement, à vouloir leur donner de plus en plus d'espace, ils choisissent où ils veulent être, et donc ils sont souvent de plus en plus loin. Et juste pour en revenir aux conditions de prise de vue et au matériel en forêt, notamment pour l'entretien, comment vous procédez chaque jour? C'est-à-dire, il peut y avoir de la condensation avec l'humidité. Est-ce que vous prenez des précautions particulières au jour le jour, nettoyage de capteurs, des objectifs, ou c'est tellement un roc que finalement vous y retournez le lendemain sans y toucher? Alors, quand on reste, moi en général, je reste pas plus d'un mois. Donc un mois, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est de nettoyer le matériel de façon, je dirais presque quotidienne, hein. Et puis ça dépend des saisons. Quand on est en saison des pluies, il y a plus d'humidité, donc il faut un peu plus nettoyer. Le capteur, en général, si je le nettoie une fois, c'est un maximum, même voire souvent je ne le nettoie pas. Ça dépend du nombre de fois où vous changez d'objectif et que vous le mettez à l'air. Les problèmes d'humidité, ils arrivent quand vous restez longtemps sur le terrain, dans des conditions où il n'y a pas de clim, vous êtes. Voilà. Donc, au-delà de 2 mois, peut-être, en continu, où là, il faut prendre des précautions. Avant, non, il n'y a pas trop de risques. Le matériel est robuste. Il faut juste bien. Je dis souvent aux photographes qui viennent me voir, je leur dis le matériel est robuste, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y faire attention, en fait. Donc, si. Quand vous avez fini, vous remettez les bouchons, vous le remettez bien dans le sac, vous l'essuyez. S'il y a de la boue, des choses comme ça, il n'y a pas trop de risques. Bon, là, on évoque évidemment des configs à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Jean-Michel, si tu reprends ta casquette de revendeur spécialisé, qu'est-ce qu'on pourrait recommander comme configuration un peu plus raisonnable à quelqu'un qui a envie de se lancer un peu dans cette aventure? Surtout que c'est pas donné, hein. Allez voir les gorilles. Oui, déjà, il y a un max, on va en parler tout à l'heure, il y a un max de thunes à prévoir pour le voyage. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, on peut trouver du matériel de qualité dans toutes les marques, les grosses marques du marché, à des prix qui sont tout de même beaucoup plus contenus qu'ils ne l'étaient à l'époque. Donc, si vous allez chez Canon, vous pouvez très bien commencer avec un EOS R7. C'est un très bon boîtier pour faire de la photo animalière. Vous avez alors, si vous voulez aller jusqu'au plein format, l'EOS R6 Mark II ou maintenant Mark III qui arrive. Donc voilà, qui sont des boîtiers extraordinaires. Et de la même façon, chez Nikon, vous allez trouver le Z6 ou voire aller sur un Z52 chez Nikon. Et pareil chez Sony avec la gamme des Alpha 7, Alpha 7 IV et sinon du 6007 en APS-C. Donc voilà pour les optiques. Du micro 4 tiers, ce sera envisageable par rapport à ce que tu disais sur l'exposition, sur la montée en ISO surtout. On est à la limite là. C'est un peu à la limite. Après, tout dépend des sites, en fait. Vous avez des endroits où c'est beaucoup plus ouvert. Donc là, en l'occurrence, le micro 4 tiers peut très bien convenir. Maintenant, quand vous êtes en forêt tropicale, ce qui est un peu plus mon cas, le micro 4 tiers, c'est un peu petit. Voilà. Alors, bien entendu, les grands sages sont des animaux sauvages qui nécessitent des techniques de prise de vue particulières, mais aussi une attitude adaptée. On en a beaucoup parlé et on va désormais écouter le témoignage de Sabrina Krief, primatologue et professeure au Muséum d'histoire naturelle, nous parler du comportement de ces animaux à l'égard de l'homme dans les réserves protégées, mais aussi de l'impact de l'activité d'observation et de photographie sur l'économie locale, ainsi que sur la préservation des espèces.
Alors, les grands singes et notamment les chimpanzés et les gorilles qu'on peut approcher dans les aires protégées, les parcs nationaux, la plupart du temps sont habitués à la présence humaine, c'est-à-dire qu'ils tolèrent d'être approchés par des humains, alors que de façon générale, en fait, ils ont tendance à fuir quand des humains les approchent, puisque ils sont sujets à un braconnage intense à peu près partout en Afrique où ils vivent. Et donc, pour pouvoir les approcher, il faut gagner leur confiance et c'est un procédé qu'on appelle l'habituation. Donc qui peut prendre, soit quelques mois, quelques années pour les gorilles, mais pour les chimpanzés, c'est beaucoup plus long, et ça peut prendre 10 à 15 ans, voire, ne jamais marcher. Parce qu'en fait, certains chimpanzés ont des peurs paniques, notamment quand la pression de braconnage est extrêmement forte. Donc, pour les scientifiques, en fait, pour pouvoir les observer d'assez près, toujours en gardant bien sûr des distances, hein, on garde toujours 10 mètres de distance avec eux, il n'est pas question de les toucher ou d'interagir avec eux. Il faut en fait, par la répétition des contacts visuels, gagner en fait leur confiance, hein, ce qui est pas toujours évident. On n'utilise absolument pas de nourriture et surtout, on n'utilise pas d'artefacts. Par exemple, on ne les appelle pas, on n'attire pas leur attention. C'est simplement avec de la patience et beaucoup de répétitions et de temps passé sur le terrain qu'on arrive à les approcher. Alors, dans la plupart des cas, l'observation et la prise de photos de grands singes est bien organisée, bien encadrée. Et donc, évidemment, c'est une expérience formidable. Mais il faut être sûr et bien suivre les consignes, justement pour ne pas perturber les grands singes. Et donc, par exemple, même si un chimpanzé ou un gorille s'approche de soi, alors qu'on est en train de prendre des photos, même ça peut être parfois par derrière, alors qu'on ne s'attend pas à ce qu'un autre individu soit derrière nous. Là, il faut absolument montrer de l'indifférence, se retourner, même si un jeune chimpanzé, par exemple, semble avoir envie de jouer. Là encore, il faut essayer de rester le plus calme et le plus indifférent possible et pas susciter en fait le contact. Quand les voyages sont bien organisés, quand l'observation est bien encadrée, ça peut avoir vraiment un rôle positif pour la conservation des grands singes, puisque ça génère des revenus pour les populations locales qui sont impliquées et dans le suivi et dans le travail de guide, mais aussi dans toutes les infrastructures qui peuvent être autour, à savoir les lodges. Et puis, souvent, des routes sont construites pour accéder à des endroits qui sont parfois relativement reculés. Il peut y avoir aussi des dispensaires qui sont mis en place, les écoles sont plus nombreuses. Donc, dans la zone en Ouganda, par exemple, où le tourisme de vision des gorilles est développé, l'impact est vraiment positif sur les populations locales. Et d'ailleurs, c'est la seule population de grands singes qui est actuellement en augmentation et qui a probablement été sauvée par ce tourisme de vision des grands singes. Il y a un aspect qui est extrêmement important, c'est la façon dont les photos sont diffusées. Ce qui est très, très important, c'est de diffuser des photos des animaux qui sont sauvages et donc de ne pas se prendre en selfie soi-même avec les grands singes, que ce soit les chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans, parce que en fait, ces selfies suscitent l'envie de certaines personnes qui peuvent penser que ces animaux peuvent être des animaux domestiques, familiers, et qu'on peut les avoir avec soi. Il y a un énorme marché du braconnage qui est toujours en cours et développé, et les selfies contribuent vraiment à ça. Donc il faut absolument refuser de partager sur les réseaux sociaux toute photo de jeunes chimpanzés dans les bras, à côté d'humains, ou parfois dans les centres de réhabilitation, par exemple, avec les orang-outans, où sont proposés de prendre des photos à côté des orang-outans. Il faut absolument se réfréner et ne pas rentrer dans ce jeu-là. C'est ultra intéressant tout ce qu'elle dit, il y a beaucoup de choses, mais ça va surtout à contre-courant de ce qu'on pourrait penser parfois, surtout si on regarde des documentaires sur Jane Goodall, on en a parlé, elle était pionnière, elle n'a pas tout bien fait quand même. C'est-à-dire qu'au départ, elle a donné de la nourriture, elle a beaucoup pris les chimpanzés dans les bras. Donc ça, on est d'accord, il faut pas le faire. Évidemment. Après, Jane Goodall l'a dit, c'est la première à l'avoir dit en fait. C'est elle qui a dit
j'ai fait ça, il faut surtout pas le faire en fait. Voilà. Donc, parce qu'elle s'est rendue compte que une communauté de chimpanzés a des règles qui sont des règles sociales, des règles qui sont quand même assez complexes. Et dès qu'on commence à mettre de la nourriture au milieu et donc ils vont plus aller chercher de la nourriture ou ils vont jouer sur d'autres choses comme la force et autres, bah ça va tout dérégler. Elle s'est rendue compte de ça, elle a dit stop, en fait, faut pas le faire. Et toutes les générations qui ont suivi, plus personne n'a nourri de chimpanzés. Et on le rappelle, hein, on l'a bien compris, les selfies, c'est non. Les selfies, c'est non. Alors, il y a En une tout cas, pas avec exception. les chimpanzés. Sauf si le singe le fait lui-même. C'était arrivé il y a quelques années. Ouais. C'était un piège. Hein. C'était un piège photo. Bon, il est question de photographie animalière pour aller à la rencontre de ces animaux sauvages. Sébastien, c'est pas une histoire d'affût, comme on a pu l'évoquer 1000 fois Benjamin à ses micros, c'est une histoire d'approche. Oui, tout à fait. Sur les visites au gorille, c'est extrêmement encadré. Donc, l'approche, vous suivez les guides. En fait, ils font une rotation, c'est-à-dire qu'il y a du personnel en permanence avec les gorilles, sauf la nuit. Donc, les gorilles montent le matin, les touristes montent le matin, retrouver les animaux et les pisteurs sont déjà au contact parce qu'ils savent la veille où ils ont fait leur nid pour la nuit. Donc, vous n'avez pas trop d'incertitude pour trouver les animaux en général, encore qu'ils peuvent se déplacer assez fortement pendant l'ascension, ça peut arriver. Et une fois que vous êtes au contact, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que pour présenter une silhouette la moins menaçante et la moins intrigante possible, vous abandonnez vos bâtons de marche, vos sacs photos, il faut tout laisser sur place. Et donc, il faut être en capacité de garder un minimum sur soi. Ça m'est arrivé une fois ou deux d'être pris, de prendre le matériel, et puis on est aux animaux, il se met à tomber des cordes, et le poncho, il est sur le sac qui est à un quart d'heure derrière, qu'il n'est pas question d'aller récupérer, donc on reste un quart d'heure sous la flotte avec tous les équipements. Donc l'approche se fait essentiellement à travers les guides. Maintenant, on constate souvent, enfin moi je l'ai vu au Rwanda, en Ouganda, je pense que c'est pareil, j'avais discuté avec un guide, et il était monté 3500 fois au gorille. Donc sur 3500 fois, vous pouvez dire qu'il y a forcément une déviation de la norme, il y a une habituation qui se fait, y compris de la part des gardes. Et il y a des fois, s'il y a des choses qui nous semblent vraiment bizarres, parfois ne pas hésiter à le dire, parce que les guides, ils n'ont pas les yeux à 360, ils peuvent se laisser aller à faire à digresser ou à moins bien surveiller, ou à laisser faire des choses qui ne devraient pas se produire. Donc on peut, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux d'être proactif, voire d'encadrer une fois pendant un déplacement. Les animaux nous avaient coupé la route, les guides étaient partis, on les voyait plus. On avait 2 touristes derrière nous qui étaient un peu en panique. Bon, faut être proactif pour gérer la situation. Donc, on est très encadré, mais il y a des imprévus, il y a toujours des imprévus possibles pendant ces visites-là. Est-ce qu'il y a une nécessité de discrétion? Est-ce qu'on utilise du camouflage? Est-ce qu'il faut faire attention à son odeur ou pas? Absolument pas. Il faut quand même bien imaginer que les grands singes sont intelligents. On dit souvent de façon très très grossière qu'ils ont la cognition d'un enfant de 5 à 6 ans. Ils ont les mêmes sens que nous, ils voient la même chose que nous, ils sentent la même chose que nous, ils sont dans l'environnement. Nous, on n'est pas du tout dans un environnement qui est maîtrisé et connu. Donc, s'ils ne veulent pas être vus, ils ne seront jamais vus. Et ils sont très mobiles sur un territoire. Donc, si vous posez un affût, au bout d'un moment, ils vont repasser, mais vous ne savez pas trop quand. Donc, la plupart des approches se font, c'est pour ça qu'elles se font sur des groupes habitués où les animaux acceptent la présence. Et il y a toujours des contrôles en cas de maladie la veille, ou par exemple, si on va au gorille le lendemain, on ne se sent pas très bien, on n'y va pas? Comment ça se passe? Parce que quand on a investi des milliers d'euros, et c'est un peu le voyage de sa vie, peut-être la première fois, il y a quand même cette loterie qui existe? Bah oui, après, normalement, si vous êtes malade et que vous allez voir le parc et leur dites, voilà, je suis malade, ils vont vous donner un permis pour un autre jour. Donc, c'est important évidemment de le signaler. Je dis aussi bien sur les touristes que nous, dans notre camp de recherche, évidemment, on ne va jamais voir les chimpanzés quand on est malade, et nos assistants ne vont pas voir les chimpanzés quand ils sont malades. Malgré la distance qui est à respecter, mais parce qu'on ne contrôle pas si l'animal vient. Voilà. Très souvent, vous pouvez très bien avoir un chimpanzé qui passe à 1 ou 2 mètres à côté de vous, donc même si vous l'évitez. J'ai compris aussi que l'accessoire photo indispensable dans ce genre de situation, c'était un masque FFP2. La majorité des photographes ou des scientifiques sont masqués tout le temps, en permanence. C'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est la norme. On ne va plus voir les chimpanzés, on ne va plus voir les gorilles sans masque. Donc, la question, elle ne se pose plus de dire est-ce que j'ai le masque ou est-ce que je n'ai pas le masque. Alors, voilà, donc c'est plus du tout ce qui est préconisé.
Oui, j'allais dire, et maintenant c'est respecté parce que pendant très longtemps, le Rwanda a refusé les masques. Ouais. Alors c'est du masque chir, hein, c'est pas du FFP. Et une chance parce que sinon on mourrait avec l'altitude. Mais pendant très longtemps, ils ont refusé les masques parce que ils avaient beaucoup de touristes américains, ils voulaient pas faire peur aux Américains. Moralité, alors c'est là où il y a le plus de visiteurs qui montent, mais c'est là où les taux d'infection respiratoire chez les groupes de gorilles étaient le plus élevés aussi. Et depuis le Covid, il n'y a plus eu débat, tout le monde a mis les masques. Voilà, et, exactement. Si on peut c'était trouver des fini. conséquences positives, c'est pas plus mal. Ouais. Et quelle attitude vous adoptez quand vous êtes au contact en tant que photographe? Vous êtes statique? Vous êtes sur vos gardes? Est-ce qu'il y a des moments où ça peut être dangereux? Est-ce que vous avez toujours un œil ouvert et un œil dans le viseur? Comment ça se passe? Alors, nous, enfin, pour ce qui est de Sabrina et de moi, avec les chimpanzés que l'on suit depuis de nombreuses années, évidemment, on est toujours vigilant. On est surtout vigilant si on a des étudiants, des jeunes étudiants qui nous suivent, où là, on leur demande de respecter des règles, qui est de ne pas faire de gestes brusques, de ne pas s'écarter, de pas couper le groupe en deux, tout ça. Maintenant, quant à nous, non, on est très confiant des chimpanzés, de l'attitude envers les chimpanzés, parce que simplement, on fait attention à ce qu'on fait. On va pas faire de grands gestes. On va jamais bouger trop rapidement. On fait très attention également à ne pas avancer de façon trop rapide. Alors, il y a des anecdotes assez drôles. C'est que parfois, comme je vous disais tout à l'heure, les chimpanzés s'allongent au sol. Et donc quand il y a le groupe est un petit peu éparpillé, il nous arrive d'avancer et de pas voir un chimpanzé qui est au sol. Et on a un des mâles chimpanzés qui fait toujours un petit bruit comme ça, qui fait hmm, et qui, juste pour dire je suis là. Et parfois, on était vraiment à 1 mètre de lui, on l'avait pas vu, il nous a fait hmm. Et là, on s'est dit, ah, bah, il est juste devant. Il vraiment. prévient, c'est Voilà, sympa. je suis là, donc on fait. Voilà. Et puis après, c'est vrai que ça dépend beaucoup des individus, parce que certains ne sont absolument pas dérangés si on arrive près d'eux par inadvertance. Donc voilà. Mais là, on parle du comportement donc vis-à-vis des sujets photographiés. Néanmoins, quand on est en forêt, il y a d'autres dangers avec plein de circonflexes, hein. Enfin, je veux dire, il y a des reptiles, mais il y a aussi des éléphants de forêt. Alors, De plus en plus. On va en ouais. parler avec Thomas Nicolon la semaine prochaine. Et ça, c'est des rencontres qui peuvent être particulières, surtout à pied. Alors nous, c'est vraiment le gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'éléphants, des éléphants de forêt, des éléphants de savane et des hybrides. Voilà, parce que c'est des éléphants qui sont venus du Congo, d'autres qui sont venus des parcs de savane. On a énormément d'éléphants. Il y a entre 8 et 900 éléphants dans le parc national de Kibale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a heureusement une équipe d'assistants qui anticipe un petit peu et qui arrive à les voir, mais il nous est arrivé très, 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 très souvent de devoir déguerpir très vite. Et le terrain étant une forêt d'altitude, avec beaucoup de rivières, beaucoup de montées, de descentes un peu partout sur le parc, dans l'endroit où on est, c'est sûr que c'est dangereux. Voilà, donc faire attention, c'est le plus important, essayer d'observer, et puis surtout ne pas, entre guillemets, provoquer tout ça. C'est-à-dire que évidemment, dès qu'on va voir des éléphants, dès qu'on va les observer, s'ils sont assez loin et que je peux les prendre en photo, je vais prendre quelques photos, mais on va tout de suite revenir en arrière et reculer. Et depuis quelques temps, alors on pose beaucoup de caméras trappes, nous, en forêt de Sébitoli, et depuis quelques temps, on a eu des nouvelles espèces, on a eu des hippos qui sont arrivés. Donc on a des hippos dans la forêt de Kibale. Très territorial aussi, ça, c'est dangereux. Voilà, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, on a observé quelques-uns, et il y a un Ougandais qui est décédé, alors pas de notre équipe, parce qu'on est vraiment en bordure de parc. Et donc, on a retrouvé son téléphone, et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait essayé de se faire un selfie. Il faudrait désactiver la fonction, en fait, quand tu arrives dans certains pays. C'est fou. Voilà. Sébastien, les gorilles, c'est des animaux hyper impressionnants qui ont une musculature absolument délirante. Un gorille vénère, j'imagine que c'est pas cool. On a tous vu King Kong. Il y a des situations un peu stressantes comme ça ou pas? Non, on va dire que dans l'ensemble, les gorilles ont une façon assez claire d'avertir. Ils vont pas charger comme ça gratuitement, même s'il y a un souci. Il y a toute une séquence qui est assez stéréotypée, en fait, avant le passage à la charge. Oui, tout à fait. Il y a des vocalises, il y a un comportement, il y a un certain nombre de choses.
Une fois, je me souviens qu'à Ouzibiega, on n'était que tous les deux. Les guides cherchaient un doe argenté qui était dans un gros pack de végétation. On l'entendait vocaliser. Et les gars voulaient absolument le situer. On leur disait, non, mais on a le temps. Il y a aucun problème. Donc, le gars, il essayait avec une branche de baisser pour essayer de voir où était l'animal. Et puis, on entendait les vocalises qui devenaient de plus en plus précises. Moi, je me suis fait voir, j'étais en train de changer d'objectif en me disant, c'est bon, il y a le droit. Et effectivement, au bout de 2 minutes, 3 minutes, le doe argenté fait une charge d'intimidation de 3 mètres, histoire de dire « Oh, ça c'est chez moi ». Et Ça vous calme. voilà, ça calme. Mais encore une fois, il y avait pas de surprise. Le pisteur a un peu trop poussé. C'est souvent le problème que peuvent avoir les pisteurs avec les touristes, c'est-à-dire que si la visite est exceptionnelle, il y a des pourboires. Gorille garantie, quoi. Ouais. Et donc, voilà, la déviance de la norme, elle vient souvent de là, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même aussi leur gagne-pain. Et si c'est absolument inoubliable, il y a des dollars qui vont tomber à l'arrivée, quoi. C'est quoi les types d'images que vous cherchez? C'est des portraits, c'est des scènes de vie, c'est des regards, c'est autre chose, c'est quoi? C'est un peu tout ça, c'est des scènes de vie, c'est illustrer vraiment la vie du chimpanzé. Donc ça va être aussi bien d'essayer de faire des photos d'intimidation, des photos où il se nourrit, des photos également d'échanges entre eux, parce qu'ils se grooment, donc ils s'épouillent beaucoup, hein, les chimpanzés. Et d'ailleurs, suivant l'endroit où vous êtes, ils ne s'épouillent pas de la même façon. Dans le parc national de Kibale, ils font ce qu'on appelle un hand clasp, c'est-à-dire que la main, elle est au-dessus de la tête, et ils s'appuient l'un sur l'autre pour aller s'épouiller sous les bras. Et là, il n'y a que dans cet endroit-là qu'ils le font. Donc, c'est assez drôle, c'est ce qu'on appelle une culture, hein, chez les chimpanzés. Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes à observer, à photographier. C'est d'avoir un chimpanzé qui utilise un outil également, ou qui essaye de séduire une femelle chimpanzé, parce que alors, à ces Bitoli également, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des feuilles qui mâchent et qui recrachent, en fait. Et donc ça, c'est pour dire à la femelle, écoute, si tu veux, moi, je suis OK. Et ça, c'est à cet endroit, mais ça peut être un autre comportement pour exprimer la même chose Exactement. ailleurs. Hein. Ouais. C'est ça. Certains secouent des branches, Ouais. voilà, ou d'autres font juste une petite... ils miment l'accouplement pour appeler les femelles. Donc voilà. Et ça danse aussi, les chimpanzés, non? Sous la pluie. Alors, il y a les C'est une danses de légende. la pluie. Alors non, c'est pas une légende. Ça a été décrit par Jane Goodall, et nous l'avons vu, alors très rarement, et on l'a vu. Alors c'est quand il se met à pleuvoir, quand l'orage devient assez fort, ils font comme une intimidation, mais un peu au ralenti. Donc, c'est-à-dire qu'ils se mettent sur les 2 pieds, et qu'ils sont en train de bouger les branches, mais pas comme une intimidation, beaucoup moins fort, beaucoup moins rapide. Voilà, et c'est ce qu'on appelle la danse de la pluie. C'est très beau, très compliqué à prendre en photo. J'ai quelques photos de danse de la pluie, mais c'est vraiment très rare, parce qu'évidemment, qui dit danse de la pluie dit ciel bien couvert. Donc, voilà. Et pluie, évidemment. Donc noir et blanc, on fait comment On essaye de pousser les ISO. Hein. Pas trop, hein. Quand même. On pousse et puis on essaye de faire ça. Pardon. Est-ce qu'on se lasse pas au bout d'un moment de photographier les grands singes? Je veux dire, quand on y va, on y retourne tous les ans, comme c'est ton cas, ou très régulièrement. Est-ce qu'à un moment, finalement, on n'a pas les mêmes types de photos? Alors non, pour 2 raisons. La première, c'est que je photographie des individus, donc les individus changent. Est-ce que tu poserais la même question à un portraitiste? Il te dirait, non, en fait, chaque individu... Je pense à des photographes qui vont tout le temps au bord des terrains photographier des matchs de foot, où il y a tout le temps un peu la même action, ou etc. des influenceurs qui photographient leur bouffe. Comme ça. Oui, alors ça... Oui. Alors, ça fait un peu chier, quoi. Franchement, les chimpanzés ne font jamais la même chose, jamais au moment où on s'y attend, en plus. Donc très souvent... Quand on part sur le terrain, quand je pars sur le terrain et je me dis, tiens, il faut absolument que je photographie ça, c'est sûr que je ne vais pas le faire. Je vais faire autre chose que je voulais photographier il y a quelques années. Donc, je n'ai pas tout, même si j'ai des 100 000 images de chimpanzés, je n'ai pas tout. Donc, non, c'est vraiment nouveau. Et puis, si on reparle 2 secondes matos, le matériel qui est à disposition aujourd'hui a vraiment révolutionner la photographie. Moi, je disais tout le temps, photographier les chimpanzés en forêt tropicale, c'est un métier de fainéant, parce qu'on commençait à travailler à peu près à 9h30, 10h, là où la lumière commençait à passer, et on s'arrêtait vers 16h. Aujourd'hui, on commence à 6h30, 7h,
et puis on va se coucher parce qu'on est crevé quand même. Donc, Ouais. donc voilà, donc les journées sont... Nous, on part très tôt, on part à 5h30 le matin, on peut rentrer tard le soir, on peut faire des photos à tous les moments. Le prédéclenchement, par exemple, parmi toutes les technologies, c'est un truc utile sur les grands singes? Alors, c'est utile, il faut réussir à l'appréhender un peu. Ça peut être très utile, mais pour quelque chose de précis, en fait. Quand vous attendez vraiment un comportement précis à avoir, sinon, c'est voilà, pas forcément, on va dire, c'est pas forcément le plus intéressant. Bon. Alors, pour finir notre discussion, on va parler un peu des solutions qui existent pour aller sur le terrain, à la rencontre de ces animaux sauvages extraordinaires. On n'est pas tous mariés à des primatologues ou à des responsables de parcs zoologiques. Nous avons échangé avec Hervé Fourneau d'Objectif Nature et il nous raconte les expéditions qu'il organise pour aller à la rencontre et photographier ces grands singes. Alors, pour aller à la rencontre des grands singes, il y a des terrains, des territoires, on va dire, privilégiés aujourd'hui, qui tournent autour de la région des Grands Lacs en Afrique pour aller voir les chimpanzés et les gorilles. Donc, ça réunit, on va dire, deux pays essentiels que sont le Rwanda et l'Ouganda, où on organise des sorties pour aller à la rencontre des animaux. On est encadré, alors c'est dans les parcs nationaux, hein, c'est très bien encadré puisque le but reste toujours d'éviter le dérangement et de permettre aux animaux j'allais dire, de vivre tranquillement. C'est vrai que c'est organisé, c'est plutôt bien fait et ça c'est important. Alors, pour aller voir les orang-outans, évidemment, c'est l'Asie, donc l'Indonésie, la Malaisie, où de la même manière, nos sorties sont organisées avec des guides spécialistes locaux. Hein. On s'appuie sur leurs compétences, on s'appuie sur leurs connaissances, on s'appuie sur les règles que l'on doit respecter pour, encore une fois, minimiser l'impact que l'on peut avoir. Donc, c'est souvent des petits groupes voilà, encadré par des rangers, et l'approche se fait dans des conditions spécifiques à chaque pays et à chaque réserve. Hein. Alors celui j'allais dire, qui plaît le plus, c'est celui qui permet de voir les deux espèces majeures en termes de grands singes, c'est la gorille et chimpanzé, quelque chose que l'on organise très régulièrement en Ouganda. L'Ouganda a cette chance de nous proposer des endroits qui nous permettent d'approcher ces deux espèces. Et comme ce sont des approches différentes et des espèces différentes, c'est aussi très intéressant de les voir dans leur environnement naturel et puis de se rendre compte que certes, ce sont des grands singes, mais qui sont extrêmement spécifiques. Chaque espèce fonctionne de manière différente. Et c'est la raison pour laquelle on s'appuie sur un guide local qui nous explique un certain nombre de choses, même si nos accompagnateurs, puisque nous, chez Objectif Nature, on a une orientation observation et photographie de la faune sauvage, notre accompagnateur photo est un spécialiste et quelqu'un qui est, j'allais dire, très pédagogue, puisque la prise de vue des animaux, c'est pas toujours simple, c'est même souvent compliqué. Et en l'occurrence, ces animaux vivent très souvent en forêt, même si parfois on peut avoir la chance de les observer dans des milieux ouverts. La prise de vue d'animaux, en plus de ça, sombres, en forêt, nécessite d'écouter un accompagnateur qui va vous permettre d'améliorer les images et de revenir avec des photos qui vont permettre d'ailleurs d'avoir des souvenirs assez extraordinaires, puisque même si j'ai eu la chance de parcourir un peu la planète, rencontrer notamment les gorilles à pied, hein, puisque c'est une approche à pied, que ce soit pour les gorilles ou les chimpanzés, c'est un choc émotionnel extraordinaire. Alors c'est très organisé, hein. Pour les gorilles, la visite, la rencontre, c'est environ 1 heure en présence du groupe. Voilà. Les chimpanzés, selon les lieux, ça peut être un petit peu différent. Donc, c'est vraiment cadré. Et donc, pour ces raisons-là, si je puis dire, on n'a qu'1 heure, entre guillemets, pour les observer, parce que d'abord, on les observe, c'est fascinant. Et après, on se dit, ah oui, mais
je vais prendre des photos. Et l'heure, elle passe à une vitesse supersonique. C'est la raison pour laquelle nous, chez Objectif Nature, on y va on fait une deuxième sortie, le lendemain ou sur le lendemain, peu importe, de manière à ce que la deuxième sortie soit vécue de manière plus, j'allais dire, plus calme, voilà, avec autant d'émotions, mais en ayant eu déjà une première expérience d'1 heure, voilà, on est un petit peu plus concentré sur ses observations, on est un peu plus concentré sur sa prise de vue, et le résultat est évidemment bien meilleur. Bon, ça donne clairement envie. C'est un vrai budget, hein. On va pas se, on va pas se mentir, ce genre d'expédition, ce genre de voyage. Est-ce qu'on peut imaginer préparer un truc comme ça soi-même, prendre un billet d'avion, louer une caisse et improviser sur place? Ou c'est inenvisageable? C'est inenvisageable pour les gorilles. De toute façon, il faut réserver des mois à l'avance pour avoir un permis, donc c'est inenvisageable. Et pour les chimpanzés, c'est à peu près la même chose. S'il faut réserver le permis, je pense, un petit peu, on n'a pas besoin de s'y prendre tant de mois à l'avance, quelques mois, mais pas davantage. Sinon, non, c'est inenvisageable. Vous pouvez quand même organiser un voyage par vous-même. En Ouganda, c'est assez facile, mais pour les permis, il faudra de toute façon passer par une Une agence. agence locale, ouais. Et quelles sont les meilleures destinations? On parle du Rwanda, l'Ouganda, on a parlé de la RDC où il y a quand même souvent des conflits. Qu'est-ce que vous conseilleriez? La RDC aujourd'hui et les Virungas sont fermés. Le PNKB au sud doit rester accessible en ce moment, mais ça reste quand même incertain. Donc, si vous planifiez un voyage 6 à 10 mois à l'avance, qu'est-ce qu'il en sera de 6 à 10 mois? Voilà, c'est la RDC, on peut difficilement la conseiller aujourd'hui. Je pense que pour l'observation des chimpanzés, c'est l'Ouganda, parce que moi, on a été les voir plusieurs fois à Nyungwe, au Rwanda. Bon, vous les voyez, mais ils sont en l'air et vous les voyez pas tous les jours. Nous, il y a eu des jours, on a marché 8 heures, on les a même pas entendus, alors qu'en principe, un groupe de chimpanzés, dans la journée, on l'entend, quoi. Donc oui, l'Ouganda, comme disait Hervé, c'est quand même le combo parfait parce que vous avez des grands singes. Si vous voulez, vous avez d'autres choses autour. Et financièrement, ça reste les plus accessibles que le Rwanda en plus. Mais l'Ouganda, c'est stable politiquement d'ailleurs. Il n'y a pas d'interférence parfois entre le politique, le climat politique, ce que vous faites sur place avec ta femme Sabrina. Moi, j'ai des souvenirs assez terrifiants du film Le Dernier Roi d'Écosse avec Forest Whitaker. Bon, c'était sur la dictature d'Amin Dada, hein, c'est ancien, mais... C'est stable, c'est stable. Après, il y a quand même des factions rebelles qui rentrent en Ouganda. Il y en a eu une, on n'en parle pas beaucoup, il y en a eu une il y a une semaine dans la région dans laquelle on est. C'est stable. Alors, il y a le même président depuis 1986. Donc, bon, voilà, je ne vais pas dire... Élu à 99%. Voilà, et il y a une élection qui est prévue... C'est très stable, du coup. Voilà, il y a une élection prévue le 12 janvier prochain. Bon, c'est stable en tout cas. Vous pouvez réserver un voyage sans trop de risques. Après, bon, ça reste... il faut quand même faire attention moi, je dirais, il faut surtout faire attention dans la capitale, plus que oui, quand vous ça êtes en c'est forêt. valable pour beaucoup de destinations. Oui. C'est quoi le budget, Sébastien, qu'il faut mettre de côté pour un beau voyage comme ça? C'est extrêmement variable. Toutes les dernières fois, on a pu y aller. Nous, c'était au Congo. Donc, en plus, comme il y avait une collaboration, des fois, les permis étaient beaucoup moins chers. On avait des permis gorilles à $400 pièce et on les a touchés plusieurs fois à mi-tarif parce ils avaient du mal à attirer du monde. Donc du coup, c'était relativement abordable. Le Rwanda est devenu intouchable depuis plus de 10 ans. C'est $1 500 le permis. Et $1 pour 1 heure? Pour 1 heure par personne. Et l'Ouganda, c'est $800, je crois. C'est ça, $800 à peu près. Ouais. Donc ça reste le combo le plus abordable avec toutes les précautions nécessaires. Ouais. Puis à ça, c'est donc le transport, l'hébergement, les guides, j'imagine. Ouais. En fait, les pourboires. Tout dépend si vous passez par un organisme comme Hervé, par exemple. Vous aurez tout d'organisé, donc forcément vous payez, c'est prémâché, vous payez ce service-là. Si vous êtes en indépendant et que vous voulez faire 2 visites gorilles, 2 visites chimpanzés, ouais, vous pouvez vous en sortir, aller avec le billet d'avion, vous prévoyez à l'avance 5 000 à 6 000 euros, 6 000 peut-être, 6 000 à 7 000. Voilà, parce que l'hébergement sur place n'est pas excessif, mais voilà, il y a toute l'infrastructure derrière. Puis n'oubliez pas de passer nous voir pour acheter un bon appareil photo, sinon vous n'allez pas avoir de souvenirs. Je vais rajouter 6 000 balles voir sur en la Ouganda. Ok. Oui. Non, objectif Bastille, donc. Oui. Voilà, exactement. Bon, c'est des budgets qui sont pas accessibles évidemment à beaucoup de monde. Si on n'a pas les moyens de se rendre sur le terrain, est-ce que tu aurais des recommandations, Sébastien, de parcs, alors en France ou en Europe,
qui sont particulièrement agréables et respectueux de ces animaux pour aller les observer et les photographier, évidemment? J'ai envie de vous dire que toutes les installations ont leurs bons et leurs moins bons côtés. Ouais. Voilà. Allez là où c'est le plus près de chez vous déjà. Si vous avez l'occasion de pouvoir y aller souvent ou de répéter les visites, c'est comme ça qu'on apprend à les voir, comme ça qu'on apprend à les connaître. Euh, pour moi, ça reste de loin préférable. Comme disait Jean-Michel tout à l'heure, l'important, c'est la durée de temps, le temps que vous allez passer avec ces animaux. Même en parc zoologique, vous ne verrez jamais 2 fois la même chose. C'est une famille qui est en train de vivre. Vous allez voir des choses, ça va aller venir. Si vous pouvez répéter les visites, donc on joue sur la proximité, c'est mieux. Après, évidemment, dans l'Ouest, il y a la Vallée des Singes qui offre d'assez bonnes conditions, mais qui n'est pas ouverte toute l'année. Notamment pour les gorilles, vous avez des bonnes approches. Sinon, allez là où c'est proche de chez vous. On va dire que ne serait-ce que pour le bilan carbone, ça sera mieux. Allez, on va conclure là-dessus. Merci Jean-Michel et merci Sébastien pour toutes vos explications. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Jean-Michel Krief d'Objectif Bastille et le photographe Sébastien May pour cette masterclass consacrée à la photographie de grands singes. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Jean-Michel, Sébastien, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, et cette semaine, ça va particulièrement pas être facile. Première question pour toi, Jean-Michel. Quelles sont les principales espèces de grands singes que l'on peut espérer rencontrer et photographier dans la nature ou dans les réserves naturelles? Le chimpanzé, bien sûr, en Ouganda, par exemple, le gorille, les 2 espèces de gorilles. En Ouganda et RDC. Vous pouvez également aller voir des orang-outans à Bornéo. Voilà, après... Le gibbon, le bonobo, on n'en a pas du tout parlé. On Alors, les classe pas parmi les grands singes? Le bonobo est un grand singe, c'est la 2e espèce de chimpanzé, donc le chimpanzé nain. Le gibbon n'est pas un grand singe, c'est un apes, mais c'est pas un great apes. Voilà. Sébastien, la majorité des espèces de grands singes sont en danger, et pour certaines en danger d'extinction. Quelles en sont les causes? La majorité des causes, on va dire, c'est quand même le recul de l'habitat qui enchaîne tout un cortège d'autres causes derrière. C'est-à-dire que quand vous rentrez en forêt, vous déforestez, vous détruisez l'habitat, vous augmentez la proximité avec les animaux, donc vous pouvez diffuser des maladies. Les gens qui rentrent en forêt, en général, ont besoin de se nourrir, donc du coup, ils peuvent chasser. Alors souvent, les grands singes ne sont pas forcément la cible principale, mais il y a des pièges qui sont posés pour les antilopes ou autres. Les grands singes se déplacent beaucoup au sol, se prennent dans les collets, et les collets, c'est du câble de vélo, donc une fois que ça a serré, que c'est rentré dans les chairs, c'est pas très bon, quoi. Et à ça vient s'ajouter le trafic, bien sûr, pour des gens qui veulent récupérer des animaux de compagnie. Jean-Michel, qui était Jeanne Goodall et en quoi son travail sur les chimpanzés a été si important? Tu as 2 minutes. Même pas. Jane Goodall, c'était la pionnière, c'est la première scientifique qui a commencé à observer les chimpanzés en Tanzanie. Donc, elle a été celle qui a mis en lumière les chimpanzés et les grands singes également. Est-ce que tu peux nous parler d'une certaine Sabrina Krief? Alors, ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est également une primatologue qui est professeure au Muséum national d'histoire naturelle et qui étudie les grands singes depuis plus de 20 ans et qui est la présidente du Sebitoli Chimpanzee Project et qui est accessoirement mon épouse. Et qui a beaucoup travaillé sur l'automédication. Tu peux nous en dire peut-être un mot? On en a très peu parlé, mais dans toute aussi cette observation naturaliste, on a parlé de photographie, d'observation aux jumelles et de connaître les éléments qu'on photographie. Tu nous as beaucoup parlé des plantes à un moment donné parce qu'il n'y a pas de hasard, elles s'intéressent au sujet. Oui, c'est donc les plantes médicinales mangées par les chimpanzés. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un chimpanzé va se nourrir toute la journée et puis à un moment, il va aller manger une plante en toute petite quantité. Ces petites plantes en petite quantité
ont attiré l'œil de Sabrina. Elle les a collectés, elle a fait des extractions pour voir les propriétés thérapeutiques que pouvaient avoir ces plantes. Et elle a découvert, par exemple, certaines avaient une action sur le paludisme. Voilà. Donc, c'est l'essentiel de son travail de recherche. Sébastien, pourquoi tu t'es lié d'intérêt pour les gorilles? C'est lié avec la rencontre d'une femelle dans un parc zoologique qui est venue me voir derrière sa vitre et qui a planté ses yeux dans les miens. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça m'a marqué en vie. Vous voulez essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce regard, vous y retournez, et vous passez votre temps et vous ne pensez plus qu'à ça. Vous dévorez toute la bibliographie et vous avez mis le doigt dedans. À quoi ça ressemble les conditions de prise de vue quand tu es sur le terrain dans des réserves naturelles? Ça peut être assez variable. Dans l'ensemble, ça reste de la forêt tropicale, donc c'est plutôt sombre, c'est plutôt humide. Il y a des fois, vous pouvez arriver, ça nous arrivait une fois de ne pas voir les animaux. Il y avait un brouillard, on ne voyait pas à 10 mètres. Mais c'est l'occasion de faire des images gorilles dans la brume aussi. Enfin, on a des situations qui sont un petit peu variées, mais globalement, c'est jamais très lumineux. Jean-Michel, quel matériel photo privilégié pour mettre toutes les chances de son côté? Alors, on oublie... Hormis un 400 mm de 8, reste tranquille. Un truc accessible à nous tous. D'accord. Alors, je vais dire un EOS R6, Mark II ou Mark III si vous pouvez. Voilà, un 100-500. Et vous allez faire beaucoup de choses avec ça. Ah, pourtant, il n'est pas très lumineux. Mais du coup, on va pousser les ISO. On va pousser les ISO et puis on a l'avantage quand même avec le 100-500 et le R6, c'est quand même très bien stabilisé. Donc, on arrive à un résultat qui est très bon. Parce que tout ce travail se fait très généralement à main levée. On a oublié de le préciser tout à l'heure. Jean-Michel, toujours, comment se déroule la phase d'approche et finalement une session de prise de vue une fois qu'on est au contact des animaux? Tout simplement, on essaye de s'approcher doucement. On garde une distance de sécurité pour l'animal surtout. C'est surtout pour lui qu'on fait ça, pour éviter de transmettre des maladies de 8 à 10 mètres. Et on essaye un peu de se fondre dans l'habitat, de ne pas les déranger. Et une fois qu'on les sent en confiance, on peut commencer à faire son travail photographique. J'ai entendu parler du fait de devenir caillou pour être le plus neutre possible. C'est ça. En fait, ce qui est important, c'est que toutes ces règles-là, elles dépendent énormément des individus que vous allez photographier. Donc, dès que je sens que l'individu n'est pas en confiance, je recule et je le laisse. Et pour terminer, Sébastien, quelles sont les solutions pour pouvoir observer et photographier ces animaux sauvages? Les solutions en milieu naturel ou en parc zoologique? Je pense qu'on peut évoquer les deux. En parc zoologique, ce sont des espèces qui sont assez répandues. Les 3 grandes espèces, orang-outan, gorille et chimpanzé, vous les trouvez un peu partout en Europe. Les bonobos sont plus rares. Vous en avez à la veille des singes, vous en avez un petit peu en Allemagne, mais c'est plus limité. Donc, on va dire qu'il y a quand même le choix suivant, comme je disais tout à l'heure, privilégier la proximité pour éventuellement pouvoir répéter les visites si vraiment vous prenez de passion pour le sujet. Et en milieu naturel, c'est l'Afrique et l'Asie pour les orang-outans. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, le plus simple, c'est de se diriger vers l'Ouganda qui regroupe chimpanzés et gorilles dans un même site, quoi. Enfin, en tout cas, très proche. Et je voulais juste rajouter une chose, c'est que, une petite anecdote, n'oubliez pas que le chimpanzé est plus proche de l'homme qu'il ne l'est du gorille génétiquement. Donc voilà, ça nous replace un petit peu au milieu de tout ça. Merci pour ces explications. On attaque la dernière partie de cette émission avec le traditionnel quiz. Jean-Michel, Sébastien, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qui vous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes. Et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne? Oui. Oui. Première question pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Yves Oncho. Préfères-tu être avec les grands singes ou avec les hommes? Philosophique comme truc, ça. Je pense que je préfère être avec les grands singes et avec mon grand singe, avec mon épouse. En même temps. Elle sera ravie.
Pourtant, l'appellation singe, parfois, c'est très péjoratif dans nos sociétés. Oui, par parce exemple, que en Italie, il y a des cris de singe qui sont faits quand un joueur de couleur noire va toucher le ballon ou autre. Ça peut être. c'est tout le ridicule. On est, Ouais. comme je le disais tout à l'heure, on fait la même partie de la même famille. Il n'y a pas de. Voilà. D'ailleurs, le livre de ton singe préféré, il s'appelle Mes frères de la forêt. C'est ça, chimpanzé. Tout à Donc, fait, ouais. on est de la même famille, quoi. On est exactement de la Ouais. même famille. On est au milieu, on est avec eux. On est un peu moins poilus, mais on a les mêmes Ça dépend. aspirations, exactement. Deuxième question pour toi, Sébastien, qui nous vient de Quentin.Daniel.photographe. Quelles seraient les différentes façons pour un photographe de finir en Ouganda pour photographier les grands singes? Tourisme, reportage ou bénévolat? Je pense que les 3 sont possibles, hein. La plus facile, c'est évidemment de faire un voyage touristique. Trouver des programmes qui sont en manque d'images, ça doit pouvoir se faire, mais c'est pas forcément le plus évident. En général, les programmes de conservation sont souvent assez autonomes là-dessus. Et la troisième, c'était? Reportage ou bénévolat? Reportage après, pourquoi pas, faut arriver à le vendre. C'est des sujets qui sont aussi très, très couverts et très répandus, donc c'est pas forcément le plus facile à vendre. C'est ça, j'imagine qu'il y a quand même une énorme concurrence de tous les photographes sur la planète qui sont fascinés comme vous par ces animaux et qui vont au même endroit que vous finalement, quoi. Oui, après, ce qui est important, c'est l'histoire que vous racontez. Mmh. Voilà. Donc, c'est plus que les images. Toujours pour toi, Sébastien, qui nous vient de Voodoo Child 46. Troisième question. Quelle est la meilleure destination pour photographier les gorilles la plus sûre? Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de débat, c'est l'Ouganda. Et si vous voulez en savoir plus, écoutez l'intégralité de l'émission. On en a parlé. Pas mal. On a fait vraiment beaucoup moins que 30 secondes. Là. Oui, mais... Mais tant qu'il ne fait pas plus, il répond bien. C'est dans le jeu. C'est vrai. Mais on a quand même un petit temps à combler, mon cher Benjamin. Et c'est le fait. temps d'arriver au bout du chrono. 3, 2, 1. Quatrième question pour toi, Jean-Michel, qui nous vient de Céline. Quel est ton plus beau souvenir de rencontre avec un grand singe? Alors, mon plus beau souvenir, c'est probablement le premier, ou en tout cas le premier chimpanzé sauvage que j'ai vu, parce que là on se rend compte qu'en fait, il est dans son milieu et qu'on est là pour l'observer, et que lui, il se déplace comme il veut dans toutes les dimensions. Il monte, il descend, il se déplace à droite, à gauche. On le suit avec beaucoup de difficultés, et c'est extraordinaire parce que vous avez l'impression de découvrir quelque chose que vous n'avez jamais vu avant, la façon dont se déplacent les grands singes. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question adressée à tous les deux et vous allez répondre de manière successive. Si vous pouviez voyager dans le temps et discuter au coin du feu pendant des heures avec Jeanne Goudal ou Dian Fossey, avec qui préféreriez-vous le faire et pourquoi? Jean-Michel, pour commencer. Je suis obligé de dire Jane Goodall. Bon, il m'est arrivé de discuter avec elle, mais de façon très petite, sur un temps très court. Mais elle est extraordinaire parce qu'elle avait cette passion et tout ça, c'était à chaque fois vraiment sans essayer du tout de se mettre en avant, mais de parler surtout des grands singes. Et c'est très rare pour pouvoir le signaler. Elle parlait toujours des grands singes, des chimpanzés en particulier, mais pas d'elle. Tu parles bien de Jane Goodall, hein. Tu aurais pu parler de Salgado dans les mêmes termes. On en parlait tout à l'heure. Exactement, ouais. Sébastien, je te relance le chrono. Alors moi, mon imaginaire était surtout nourri par Dian Fossey et son premier livre Gorille dans la brume, forcément. Même si je ne suis pas certain qu'elle aimerait ce que sont devenues les visites de gorilles, notamment. Mais je pense que le début de son histoire, la création de Karisoke, ça serait extraordinaire à écouter. Toi qui as lu son bouquin, t'as aimé le film de Michael Apted? Oui, bien sûr. Ouais. Pas mal quand même. Oui. Bof, même si c'est romancé, mais... C'est très romancé, mais bon. Oui. Ouais. Merci à vous. C'est désormais la fin de cette émission. Jean-Michel, Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu à nos micros pour nous parler de votre passion
C'était passionnant de vous entendre parler de votre passion. C'est le moment des actualités respectives. On commence avec Jean-Michel. Les actualités de toi en tant que photographe ou les actualités de la boutique. C'est ton moment. Alors, les actualités de la boutique, c'est la fin d'année, donc il y a plein de choses, il se passe plein de choses. Il y a des grands singes à Montier? Alors, il n'y a pas de grands singes à Montier, en quelque sorte. Si, il y a des doigts argentés. Voilà, vous pouvez venir nous rencontrer. Vous pouvez venir nous voir à Montier-en-Der. On sera présent lors des 4 jours de Montier. Ensuite, il y a une actualité qui est riche avec des belles sorties qui ont eu lieu. Donc voilà, c'est vraiment le moment de s'équiper. Il sera dispo le R6 Mark III? Alors le R6 Mark III arrive dans les prochains jours, donc autour du 20. Donc voilà, ça va être là très prochainement. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Voilà. Des choses dont on ne sait pas encore l'existence? J'en sais rien. Sur lesquelles tu as peut-être des informations? J'en sais rien, mais peut-être qu'on peut imaginer. Et puis, mon actualité personnelle, c'est que le 25 décembre, je prends l'avion avec Sabrina pour aller en Ouganda et pour aller voir ma famille, notre famille chimpanzé pendant 15 jours, 3 semaines. Je suis en train de regarder le prix des vols là, sur Air France. Il y a des trucs plutôt abordables. C'est intéressant pour un Ouganda. Je ne pensais pas. Ouais. Sébastien, ton actualité? Mon actualité, depuis quelques années, je fais partie d'un programme de conservation à Madagascar où je me suis pas mal investi dedans. Donc, on a sorti un livre qui raconte toute l'histoire du programme et notamment la renaissance d'une espèce qu'on était sur le point de perdre, qui était le grand tapalémur. Il en restait plus que 80. Nous, maintenant, sur le site, on en a entre 4 et 500. Donc, si ça vous dit, voilà, c'est un livre qui est disponible sur le site de l'association qui s'appelle Alcimus. Bon, parfait. Merci encore une fois à vous deux. La semaine prochaine, nous recevons donc le photographe Thomas Nicolon pour la seconde émission au coin du feu de la saison. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cette émission vous a été présentée par MN Photo Vidéo, le partenaire numéro 1 des créateurs d'images. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.